Ne criez pas, s'il vous plaît. C'était la veille de Noël. Lyon brillait sous les guirlandes et moi, j'étais simplement entré dans une supérette acheter du lait et du pain. Un geste banal, une course de dernière minute. Le caissier a levé la tête et mon cœur s'est arrêté. Ce visage, ces yeux, cette cicatrice fine au-dessus du sourcil gauche, Sébastien, mon mari, mort depuis 12 ans, enterré au cimetière de la Croix-Rousse, pleuré, porté en terre par nos fils. Il était là, devant moi, vivant. Nos regards se sont croisés. J'ai senti mes jambes trembler. Ma bouche s'est ouverte. J'allais hurler, pleurer, m'effondrer. Mais il a posé un doigt sur ses lèvres. Ne criez pas, s'il vous plaît. Sa voix, mon Dieu, sa voix, basse, cassée, suppliante. Il a glissé un papier plié dans mon sac de course. Ses mains tremblaient autant que les miennes. Lisez-le plus tard, pas ici. Puis il a baissé les yeux, comme s'il n'existait plus. Derrière moi, quelqu'un s'est impatienté. J'ai payé, je ne sais même pas comment. Mes doigts ont sorti les pièces. Mes pieds ont marché jusqu'à la sortie. Dehors, le froid m'a giflé. J'ai respiré. 1 fois, 2 fois. J'ai ouvert le papier. 5 lignes. Son écriture. L'homme enterré n'était pas moi. J'ai dû disparaître pour te protéger. Il voulait te nous effacer tous les deux. Je me suis appuyé contre un mur. Les lumières de Noël dansaient autour de moi, floues, irréelles. Pendant 12 ans, j'avais porté son deuil. Pendant 12 ans, j'avais vécu avec ce trou dans la poitrine. Pendant 12 ans, j'avais cru que la vie m'avait arraché l'homme que j'aimais. Et maintenant, ce papier me disait que tout était faux, que quelqu'un avait voulu nous tuer, que Sébastien avait vécu, caché, seul, pendant que moi je pleurais devant une tombe vide. Je m'appelle Anaëlle Rochefort, j'ai 70 ans, et ce que je vais vous raconter, personne ne pourrait l'inventer. Parce que ce soir-là, sous les lumières de Noël, j'ai compris une chose. On peut enterrer un homme, mais on ne peut pas enterrer la vérité. Vous savez, parfois, on croit connaître toute l'histoire de notre vie. Et puis un jour, un simple regard nous montre qu'on ne savait rien. Avez-vous déjà vécu un moment où tout ce que vous pensiez vrai s'est effondré? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je suis rentrée chez moi comme une automate. J'ai posé les courses sur la table de la cuisine. Le lait, le pain, des gestes que j'avais faits 1000 fois. Mais ce soir-là, mes mains ne m'appartenaient plus. Le papier était dans ma poche. Je le sentais brûler contre ma cuisse, comme une braise. Je me suis assise. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit froide. Et soudain, tout est remonté. Les souvenirs que j'avais enfermés pendant 12 ans. J'avais rencontré Sébastien en 1978. J'avais 26 ans. Lui, 32. C'était un samedi après-midi, au marché de la Croix-Rousse. Je cherchais des tomates pour ma mère. Il vendait des livres anciens sur un stand improvisé, des éditions rares, des couvertures abîmées, des pages jaunies par le temps. Il m'a souri, un sourire simple, sans calcul. « Vous aimez les livres, mademoiselle ?» Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit oui, alors que je n'avais jamais lu grand-chose à l'époque. Mais ce sourire, il avait quelque chose de lumineux, quelque chose qui disait « Avec moi, tu seras en sécurité ». 3 mois plus tard, nous étions mariés. Ma mère m'avait dit « Anaëlle, tu es sûre ? Tu le connais à peine. » Mais moi, je savais. On peut connaître quelqu'un toute sa vie et ne jamais le comprendre. Ou croiser un regard et savoir qu'on vient de trouver sa place dans le monde. Avec Sébastien, c'était la deuxième option. Nous avons vécu dans un petit appartement du 6e arrondissement. 2 pièces, une cuisine étroite, un balcon où poussaient des géraniums rouges que je soignais chaque matin. Sébastien travaillait comme expert en livres rares pour une maison d'enchères. Il évaluait des manuscrits anciens, des éditions originales, des correspondances historiques. Il adorait son métier. Il disait que chaque livre portait l'âme de ceux qui l'avaient touché avant nous. Le soir, il rentrait avec cette odeur particulière, un mélange de papier vieux, de cuir et de poussière noble. Il posait son sac. Il m'embrassait sur le front. Toujours sur le front. « Comment s'est passée ta journée, mon Anaëlle ?» Et moi, je lui racontais tout. Mes élèves de piano. Madame Lavigne qui oubliait toujours de payer ses cours. Le petit Thomas qui avait enfin réussi à jouer Clair de Lune sans faute. Il m'écoutait, vraiment. Pas comme certains hommes qui hochent la tête en pensant à autre chose. Non, Sébastien écoutait. Puis il préparait le dîner. Toujours lui. Il disait que j'étais incapable de faire cuire des pâtes sans les transformer en colle. Il avait raison. Nous avons eu 2 fils. Guillaume, en 1980. Mathis, en 1983. Sébastien était un père doux. Jamais un cri.
jamais une main levée. Quand les garçons faisaient des bêtises, il s'asseyait avec eux et leur expliquait pourquoi c'était mal, avec patience, avec respect. Un enfant n'est pas un chien qu'on dresse, Anaël. C'est une conscience qu'on éveille. Je le revois encore, le dimanche matin, lisant Le Petit Prince à Guillaume sur le canapé. Mathis grimpait sur ses genoux. Moi, je préparais le café. Et je me disais, c'est ça, le bonheur. C'est exactement ça. On ne le sait pas sur le moment. On croit que c'est normal. Qu'il y aura toujours d'autres dimanches matins, d'autres cafés, d'autres histoires lues à voix basse. Mais il n'y a jamais toujours. Les années ont passé. Les garçons ont grandi. Guillaume est devenu ingénieur. Mathis, architecte. Ils ont quitté la maison. C'est l'ordre des choses. Et Sébastien et moi, nous sommes retrouvés seuls, comme au début. Mais cette fois, nous avions 50 ans de vie derrière nous. 50 ans de regards complices, de silence partagé, de matins où l'on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Il prenait sa retraite l'année suivante. Nous avions des projets. Voyager, revoir la Provence, passer 1 mois en Italie. On aura enfin du temps pour nous, mon Anaël. Oui, du temps. Mais le temps, on ne l'a jamais vraiment. On croit qu'on l'a. Et puis un matin, il disparaît. C'était en février 2013, un mardi. Sébastien est parti travailler comme d'habitude. Il m'a embrassé sur le front. Il a pris son sac de cuir brun, celui que je lui avais offert pour ses 50 ans. Il a dit « À ce soir, ma belle ». La porte s'est refermée. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Enfin, c'est ce que je croyais. À 18h, on a sonné à ma porte. 2 policiers. Un homme, une femme, visage grave. Madame Rochefort ? Oui, il s'agit de votre mari, Sébastien Rochefort. Mon cœur a plongé. Je savais. On sait toujours avant qu'on nous le dise. Il y a eu un accident. Un incendie dans l'entrepôt de la maison d'enchères. Nous sommes désolés, madame. Votre mari n'a pas survécu. J'ai entendu les mots, mais ils ne sont pas entrés. Pas tout de suite. C'est comme si mon cerveau refusait de les laisser entrer. Comme une porte qu'on tient fermée de toutes ses forces, parce qu'on sait que derrière, il y a le vide. Non, c'est tout ce que j'ai dit. Non. Mais la femme policier a posé sa main sur mon bras. Et dans ses yeux, j'ai vu la vérité. Sébastien était mort. On m'a demandé de venir identifier le corps. Ils m'ont dit que l'incendie avait été violent, que le corps était très abîmé, qu'il valait mieux que je me souvienne de lui comme il était. Mais j'ai insisté. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de savoir. Ils m'ont emmené à la morgue. On m'a montré un corps, brûlé, méconnaissable. Mais il portait l'alliance de Sébastien, son alliance en or blanc. Celle que je lui avais passée au doigt il y avait 35 ans. « C'est lui ?» a demandé le médecin légiste. J'ai regardé cette main, cette alliance. Oui, c'est lui. J'ai signé les papiers. J'ai organisé les funérailles. J'ai choisi le cercueil, les fleurs, la musique. Guillaume et Mathis sont venus. Ils ont porté leur père en terre. Nous avons pleuré ensemble, devant une tombe froide, sous un ciel gris de février. Et pendant 12 ans, j'ai vécu avec ce poids. Le poids d'une vie qui s'arrête net. Le poids d'un amour qui n'a jamais pu dire au revoir. Mais ce soir, assise dans ma cuisine, avec ce papier dans ma poche, je comprenais quelque chose d'atroce. Ce n'était pas lui, dans ce cercueil. Sébastien avait vécu, pendant 12 ans, pendant que je pleurais devant une tombe vide, pendant que je parlais à un mort qui respirait quelque part dans Lyon, pendant que je me réveillais la nuit en serrant son oreiller, en cherchant son odeur qui s'effaçait peu à peu. Il était vivant, et il ne m'avait rien dit. J'ai sorti le papier de ma poche, je l'ai relu, encore et encore. J'ai dû disparaître pour te protéger. Il voulait nous effacer tous les deux, pour me protéger. Mais me protéger de quoi? De qui? Et pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'avait-il laissé croire qu'il était mort? Pourquoi m'avait-il abandonné dans ce chagrin sans fond pendant 12 années entières? Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir du buffet. Tout au fond, enveloppé dans un mouchoir en soie, il y avait une chose que je n'avais plus touchée depuis l'enterrement. La gourmette en argent de Sébastien, celle qu'il portait toujours, celle que les policiers m'avaient rendue après l'incendie. Ils avaient dit qu'ils l'avaient retrouvée dans les décombres. Je l'ai prise dans ma main, froide, lourde. Au dos, il y avait notre date de mariage gravée, 12 mai 1978. Je l'ai serrée contre mon cœur, et j'ai pleuré. Pas de chagrin, pas de joie, mais de confusion, de rage, de peur. Parce que si Sébastien avait menti, si tout ce que j'avais vécu pendant 12 ans était un mensonge, alors qui était l'homme que j'avais aimé? Et qui étaient ces eux qui voulaient nous effacer? Vous savez, il y a des objets qui portent toute une vie. Une alliance, une photo, un parfum.
Moi, c'était cette gourmette. Pendant des années, elle a été tout ce qui me restait de lui. Et vous? Y a-t-il un objet qui vous rappelle quelqu'un que vous avez perdu? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, la gourmette de Sébastien posée sur mes genoux, le papier froissé entre mes doigts. Les questions tournaient dans ma tête comme un manège fou. Pourquoi avait-il disparu? Qui voulait nous tuer? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Mais surtout, une question revenait sans cesse, lancinante. Avais-je raté quelque chose? Y avait-il eu des signes, des fissures, des indices que j'avais ignorés parce que j'étais trop heureuse, trop confiante, trop aveugle? Alors j'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire pendant ces 12 années de deuil. J'ai rouvert les souvenirs, pas les beaux. Pas ceux que l'on garde précieusement dans des albums photos. Non, les autres. Ceux qu'on enferme au fond de soi parce qu'ils font mal, parce qu'ils dérangent. Les petites fissures que l'on refuse de voir quand on est en plein bonheur. Cela avait commencé environ 1 an avant sa mort, début 2012. Sébastien était devenu différent, pas brutalement, pas de façon évidente. C'était subtil, comme une mélodie qui change imperceptiblement de tonalité. Il rentrait plus tard le soir. Il disait que la maison d'enchères préparait une vente exceptionnelle, une collection privée, des manuscrits rares du XVIIIe siècle, des lettres de Voltaire, de Rousseau, des pièces historiques majeures. C'est énorme, Anaël. On parle de plusieurs millions d'euros. Tout le monde veut cette collection. Je l'écoutais, je hochais la tête, je lui servais son dîner réchauffé. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une ombre, une inquiétude. « Tu vas bien, mon amour ?» lui demandai-je. « Oui, oui, juste fatigué. C'est beaucoup de pression. » Et il souriait, mais ce n'était plus le même sourire, plus celui qui disait avec moi « Tu seras en sécurité ». C'était un sourire creux. Puis il y a eu le téléphone. Sébastien avait toujours eu un téléphone portable simple, un vieux modèle. Il disait qu'il n'avait pas besoin de plus. Mais en mars 2012, il est rentré avec un nouveau téléphone, un smartphone, noir, élégant. La maison d'enchères nous l'a fourni pour les communications avec les clients internationaux. D'accord, logique. Sauf que ce téléphone, il ne le lâchait plus. À table, il le posait à côté de son assiette. Quand il sonnait, il se levait. Il sortait sur le balcon. Il parlait à voix basse. Qui c'était? Demandai-je en souriant. Un collectionneur américain. Décalage horaire. Désolé. Toujours une explication. Toujours logique. Mais moi, au fond de mon ventre, je sentais quelque chose se tordre. Ce n'était pas de la jalousie. Pas encore. C'était du malaise. Comme quand on sent qu'un orage approche sans voir les nuages. Un soir de mai, je suis rentré plus tôt que prévu de mon cours de piano. Sébastien était dans le salon. Il parlait au téléphone, en anglais. Je ne parle pas anglais, juste quelques mots. Mais son ton m'a glacé. Ce n'était pas sa voix professionnelle. Celle, courtoise et posée, qu'il utilisait avec les clients. Non, c'était une voix tendue, presque agressive. No, I told you, not like this. You're going too far. Non, je vous l'ai dit, pas comme ça, vous allez trop loin. Puis il m'a vu. Il a raccroché immédiatement. Anaël, tu es déjà là? Oui, Madame Beaumont a annulé. Qui était-ce? Un client difficile. Tu sais comment ils sont, toujours à vouloir négocier. Il m'a embrassé sur le front, comme d'habitude. Mais sa main tremblait légèrement. Je n'ai rien dit. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé le dîner. Mais ce soir-là, pour la première fois en 34 ans de mariage, je me suis demandé, est-ce que je connais vraiment cet homme? En juin, il y a eu le voyage. Sébastien devait se rendre à Genève pour une expertise. 3 jours, du jeudi au samedi. C'est une collection privée suisse, très confidentielle. Je ne pourrai pas t'appeler souvent. D'accord, mon amour. Fais attention à toi. Il est parti le jeudi matin. Il m'a appelé le soir. Une conversation brève. Il était fatigué. Il avait beaucoup travaillé. Le vendredi, rien. Pas d'appel. Le samedi matin, j'ai essayé de le joindre. Messagerie. J'ai réessayé. Messagerie. À midi, il m'a enfin rappelé. Pardon, Anaël. J'étais en réunion toute la matinée. Je rentre ce soir. Il est rentré à 22 heures. Épuisé. Les traits tirés. Je l'ai aidé à défaire sa valise. Et là, j'ai vu quelque chose. Une chemise blanche, propre, pliée. Tu n'as pas porté cette chemise? Il a hésité. 1 seconde. Peut-être 2. Non. Finalement, j'ai pris l'autre. Pourquoi? Pour rien. Mais ce n'était pas pour rien. Sébastien emportait toujours le strict nécessaire en voyage. Jamais de vêtements en trop. Jamais.
Pourquoi avait-il emporté une chemise qu'il n'avait pas portée? Ou peut-être l'avait-il portée et remplacée par une neuve? J'ai senti mon cœur se serrer. Non, pas lui, pas Sébastien. Mais le doute s'était glissé dans ma tête. Et une fois qu'il est là, le doute, il ne part plus. En juillet, il a commencé à recevoir du courrier étrange, des lettres sans expéditeur, des enveloppes beiges, anonymes. Il les ouvrait rapidement, il les lisait, puis il les brûlait dans la cheminée. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé une fois. « Des documents administratifs. La maison d'enchères me demande de détruire certains papiers confidentiels, secrets professionnels. » Encore une explication logique. Mais moi, je voyais ses mains trembler quand il tenait ces lettres. Je voyais la sueur sur son front. Je voyais qu'il ne dormait presque plus. La nuit, il se réveillait. Il se levait. Il allait à la fenêtre. Il regardait la rue, longtemps, comme s'il guettait quelque chose. « Sébastien, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, mon amour. Juste du stress au travail. Ça va passer. » Mais ça ne passait pas. En septembre, j'ai fait quelque chose dont j'ai honte encore aujourd'hui. J'ai fouillé. Sébastien était sous la douche. Son téléphone était sur la table de nuit. Je l'ai pris. Mes mains tremblaient. Il y avait un code. Je ne le connaissais pas. J'ai essayé notre date de mariage. Mauvais code. La date de naissance de Guillaume. Mauvais code. Puis, j'ai essayé quelque chose d'idiot, par désespoir. 1, 2, 3, 4. Le téléphone s'est déverrouillé. Mon cœur a bondi. J'ai ouvert les messages. Il y en avait des dizaines, mais tous de numéros inconnus. Aucun nom. On doit se voir, urgent. Ils savent. Change de téléphone. Ne fais confiance à personne. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli lâcher le téléphone. Qui étaient ces gens? De quoi parlaient-ils? J'ai entendu l'eau s'arrêter dans la salle de bain. Vite, j'ai remis le téléphone à sa place. J'ai couru dans la cuisine. Quand Sébastien est sorti, je faisais semblant de lire un magazine. « Tout va bien, Anaël ?»« Oui. Pourquoi ? Tu es rouge ? C'est la chaleur. » Il m'a regardé, longtemps, comme s'il cherchait à lire en moi. Puis il a souri, ce sourire triste. « Je t'aime, tu sais. Je sais. Moi aussi. » Mais ce soir-là, dans notre lit, j'ai pleuré en silence, parce que l'homme que j'aimais était en train de m'échapper. Et je ne savais pas comment le retenir. En octobre, il y a eu la voiture. Sébastien prenait toujours le tramway pour aller au travail. Toujours. Il détestait conduire en ville. Mais un soir, il est rentré dans une voiture de location. J'en ai besoin pour le travail. Des déplacements en province. Quels déplacements? Toulouse, Bordeaux, des expertises. Sauf que je ne l'ai jamais vu partir avec cette voiture. Elle restait garée en bas de l'immeuble, jour après jour, immobile. Et puis un matin, elle avait disparu. Où est la voiture? Je l'ai rendue. Je n'en avais plus besoin. Mentait-il? Disait-il la vérité? Je ne savais plus. En novembre, il a commencé à parler de déménagement. Et si on quittait Lyon? J'ai levé les yeux de mon livre. Quitter Lyon? Pourquoi? Je ne sais pas. Un nouveau départ. La Provence. Ou même l'étranger. Le Portugal, par exemple. Mais Sébastien, Guillaume et Mathis sont ici. Nos amis. Toute notre vie est ici. Justement. Peut-être qu'on a besoin de changer, de respirer. Il avait l'air désespéré. Comme un homme qui cherche une sortie dans une pièce sans porte. On en reparlera, ai-je dit doucement. Mais on n'en a jamais reparlé. Parce qu'un mois plus tard, il était mort. Enfin, c'est ce que je croyais. Assise dans mon salon, cette nuit-là, en décembre 2025, je comprenais enfin. Sébastien ne me trompait pas. Il ne me quittait pas. Il se préparait à disparaître. Tous ces signes, tous ces mensonges, toutes ces tensions, ce n'était pas de l'infidélité. C'était de la terreur. Il savait que quelque chose allait arriver. Il savait qu'il devait partir. Il savait qu'il devait me protéger. Et il l'a fait, en me brisant le cœur, en me laissant pleurer devant une tombe vide pendant 12 ans. J'ai serré la gourmette dans ma main. « Pourquoi, Sébastien? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Mais je connaissais déjà la réponse, parce que si j'avais su, j'aurais voulu le suivre. Et peut-être que, eux, ceux qui voulaient nous effacer, m'auraient trouvé. Il avait choisi, entre me dire la vérité et me garder en vie. Il avait choisi ma vie, même si cela signifiait me condamner à 12 ans de chagrin. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je suis retournée à la supérette. Mes jambes tremblaient en poussant la porte. La clochette a tinté. Il était là, derrière la caisse, cheveux gris, visage marqué. Mais c'était lui, Sébastien. Il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés. J'ai posé un paquet de café sur le comptoir. Mes mains tremblaient. Puis j'ai murmuré, très bas, en le regardant droit dans les yeux. « Pourquoi ?
Un seul mot, mais il contenait 12 ans de douleur. Il a baissé les yeux. Il a scanné le café. Il a murmuré, sans me regarder, « Parking souterrain, rue Servien, ce soir, 23 heures, niveau -2. » Puis il m'a tendu le ticket de caisse. Nos doigts se sont effleurés. Et pour la première fois en 12 ans, j'ai senti à nouveau sa chaleur. Vous savez, il y a des moments où l'on pressent que quelque chose ne va pas, mais on refuse de le voir. On se dit que c'est notre imagination, que tout va bien. Et puis un jour, on découvre qu'on avait raison depuis le début. Avez-vous déjà ignoré votre intuition pour le regretter plus tard? J'ai passé toute la journée dans un état second. J'ai donné mes cours de piano comme une automate. Mes doigts corrigeaient les fausses notes de mes élèves, mais mon esprit était ailleurs. Parking souterrain, rue Servien. Ce soir, 23 heures, niveau -2. Ces mots tournaient dans ma tête en boucle. À 18 heures, j'ai renvoyé mon dernier élève. J'ai fermé le piano. J'ai regardé l'horloge. 5 heures à attendre. 5 heures à revivre 12 ans de questions. Je me suis assise dans la cuisine. J'ai préparé du thé. Mais je n'ai pas pu le boire. Mes mains tremblaient trop. Et si c'était un piège? Et si ce n'était pas vraiment lui? Et si j'étais en train de devenir folle? Non, c'était lui. J'en étais certaine. Ses yeux, cette cicatrice au-dessus du sourcil gauche, la façon dont il avait murmuré mon prénom dans la supérette. Anaël. Personne ne prononçait mon prénom comme lui, avec cette douceur, cette tendresse. J'ai ouvert le tiroir du buffet. J'ai sorti une vieille boîte en bois, celle où je gardais ce que j'appelais nos traces. Des lettres, des photos, des billets de cinéma, des petits riens qui, mis bout à bout, racontaient une vie entière. Il y avait une photo de notre mariage, mai 1978. Sébastien portait un costume gris. Moi, une robe blanche simple. Nous rions. Il me tenait la main. Nos alliances brillaient au soleil, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que nous avions promis. Mais on ne nous avait pas dit que le pire pouvait ressembler à ça, à un homme qui disparaît pour vous protéger. À 12 ans de deuil pour un mort qui respire. J'ai sorti une autre photo, plus récente. Décembre 2012, quelques semaines avant sa mort. Nous étions au marché de Noël de Lyon. Sébastien tenait une tasse de vin chaud. Moi, j'étais blottie contre lui. Il faisait froid. On riait. Mais en regardant bien cette photo, je voyais maintenant ce que je n'avais pas vu à l'époque. Ses yeux. Il ne riait pas. Il regardait au loin, par-dessus mon épaule, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Il savait déjà. À ce moment-là, il savait qu'il allait disparaître, que c'était peut-être notre dernier Noël ensemble. Et il ne m'avait rien dit. Il avait continué à sourire, à m'embrasser, à faire semblant que tout allait bien, pour me protéger, ou pour ne pas m'inquiéter, ou peut-être pour ne pas me forcer à choisir entre lui et ma sécurité. J'ai remis les photos dans la boîte, j'ai fermé les yeux, et j'ai repensé aux derniers jours avant l'incendie, les tout derniers jours, ceux que j'avais essayé d'oublier pendant 12 ans, parce qu'ils faisaient trop mal. Février 2013, une semaine avant l'incendie. Sébastien était rentré du travail plus tôt que d'habitude. 15 heures. Il n'était jamais rentré à 15 heures. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade ?»« Non, j'avais juste envie de te voir. » Il m'avait prise dans ses bras. Fort, trop fort. Comme quelqu'un qui étreint une personne pour la dernière fois. « Je t'aime, Anaël. Moi aussi, mon amour. Mais tu me fais peur. Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien. Tout va bien. Je voulais juste être avec toi. » Nous nous étions assis sur le canapé. Il avait posé sa tête sur mes genoux. Je lui caressais les cheveux. Et il avait pleuré. Pas beaucoup, juste quelques larmes. Silencieuses. « Sébastien, pardon. Je suis fatiguée. C'est juste la fatigue. » Mais ce n'était pas la fatigue. C'était l'adieu. 3 jours avant l'incendie. Il avait insisté pour que nous dînions dans notre restaurant préféré. Le Bouchon des Filles, dans le Vieux Lyon. Nous y allions toujours, pour nos anniversaires. Mais ce n'était pas un anniversaire. C'était un mardi ordinaire de février. Pourquoi ce soir? Parce que j'en ai envie, parce que je t'aime, parce qu'on ne prend plus assez de temps pour nous. Nous avions dîné. Il avait commandé mes plats préférés. Il m'avait fait rire. Il m'avait regardé comme au premier jour. Et à la fin du repas, il avait pris ma main sur la table. Quoi qu'il arrive, Anaël, sache que tu as été la plus belle chose de ma vie. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Juste, je voulais te le dire. J'aurais dû insister. J'aurais dû exiger des réponses. Mais j'avais peur. Peur de ce qu'il allait me dire. Peur de découvrir qu'il était malade. Ou qu'il ne m'aimait plus. Ou qu'il avait un secret qui allait tout détruire. Alors j'avais souri. J'avais serré sa main. Toi aussi,
Tu es la plus belle chose de ma vie. Et j'avais enterré mes questions, parce que c'est plus facile de ne pas savoir. C'est plus facile de faire semblant que tout va bien, même quand on sent que tout s'effondre. La veille de l'incendie, Sébastien était rentré tard, 22 heures. Il avait l'air épuisé, mais aussi soulagé, comme si une décision avait été prise. « Tout va bien au travail ?» ?»« Oui, tout va bien. » Il m'avait embrassé sur le front, comme toujours. Puis il était allé prendre une douche. J'étais dans la cuisine quand j'avais entendu son téléphone vibrer sur la table. Un message. Je m'étais approché, par réflexe, sans réfléchir. L'écran s'était allumé. « C'est fait. Demain, sois prêt. » Mon sang s'était glacé. « C'est fait. Demain, sois prêt. » Prêt pour quoi? J'avais entendu l'eau s'arrêter. Vite, j'avais reposé le téléphone. Quand Sébastien était sorti de la salle de bain, j'avais fait semblant de lire. « Tu viens te coucher ?»« Oui, j'arrive. » Cette nuit-là, je ne m'étais pas endormie tout de suite. J'avais regardé Sébastien dormir, ou faire semblant de dormir. Sa respiration était trop régulière, trop contrôlée. Il ne dormait pas. Il attendait. Mais j'attendais quoi? Je ne le savais pas. Et j'avais trop peur pour demander. Le jour de l'incendie. Le matin, Sébastien s'était levé avant moi. Il avait préparé le café. Il m'avait apporté une tasse au lit. « Tiens, ma belle. » Il m'avait regardé longtemps, avec une intensité étrange. « Quoi? Rien? Tu es belle? À 6 heures du matin? Tu te moques de moi? »« Non, je suis sérieux. » Il s'était penché. Il m'avait embrassé sur le front, puis sur les lèvres, un baiser long, doux, désespéré. « Je t'aime, Anaël. Ne l'oublie jamais. Je t'aime aussi. Mais tu me fais peur avec tes déclarations ce matin. Pardon. C'est juste que je réalise à quel point j'ai de la chance de t'avoir. » Il avait pris son sac. Il était parti. À la porte, il s'était retourné. « Anaël? Oui, prends soin de toi. Toi aussi, mon amour. À ce soir. À ce soir. » Mais il n'y avait pas eu de ce soir. Assise dans ma cuisine, 12 ans plus tard, je comprenais enfin. Il savait. Ce matin-là, il savait que c'était la dernière fois. Il savait qu'à 18 heures, des policiers viendraient frapper à ma porte pour m'annoncer sa mort. Il savait que je pleurerais, que je souffrirais, que je porterais son deuil pendant des années. Et il l'avait quand même fait, parce que c'était le seul moyen de me garder en vie. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un voulait-il nous tuer? Qu'avait fait Sébastien? Qu'avait-il vu? Qu'avait-il découvert? Et qui étaient eux? Des criminels, des clients dangereux, des gens liés à la maison d'enchères? J'avais passé 12 ans à pleurer un mort, mais peut-être que j'aurais dû passer ces 12 ans à chercher des réponses. À 22 heures, je me suis habillée. Un manteau sombre, une écharpe, des chaussures confortables. J'ai pris mon sac, mes clés, mon téléphone et la gourmette de Sébastien. Je l'ai glissée dans ma poche, comme un talisman. Puis je suis sortie. Les rues de Lyon étaient désertes, froides. La veille de Noël, les gens étaient chez eux, avec leur famille. Moi, j'allais retrouver un fantôme. J'ai marché jusqu'à la rue Servien, 15 minutes à pied. Mes jambes tremblaient. Le parking souterrain était là, une bouche noire dans le béton. J'ai descendu la rampe, niveau -1, niveau -2, l'odeur d'essence et de ciment humide. Les néons blafards, le silence épais. Il y avait quelques voitures garées, mais personne. J'ai regardé ma montre. 23 heures pile. Et puis, je l'ai vu. Il était là, debout près d'un pilier, mains dans les poches, capuche sur la tête. Mais je l'aurais reconnu entre mille. Sébastien. Nous nous sommes regardés, longtemps, à 5 mètres l'un de l'autre, comme deux étrangers, ou comme deux personnes qui s'étaient aimées toute leur vie et qui ne savaient plus comment se parler. Puis il a fait un pas vers moi. Anaël, sa voix, mon Dieu, sa voix, cassée, vieillie, mais c'était la sienne. Pourquoi? C'est tout ce que j'ai pu dire, un seul mot, mais il contenait tout. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu laissé pleurer pendant 12 ans devant une tombe vide? Il a baissé les yeux. Parce que c'était le seul moyen de te garder en vie. Me garder en vie? Mais de quoi tu parles? Qui voulait me tuer? Qui voulait nous tuer? Il a relevé la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. Des gens dangereux. Des gens très puissants. J'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû découvrir. Et ils ont décidé de m'effacer. Quoi? Qu'est-ce que tu as découvert? Il a secoué la tête. Je ne peux pas te le dire. Moins tu en sais, mieux tu te portes. Non. J'ai fait un pas vers lui. Ma voix tremblait de rage. Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas réapparaître après 12 ans et refuser de m'expliquer. Tu me dois la vérité. Anaël, j'ai pleuré devant ta tombe pendant 12 ans, Sébastien. 12 ans. J'ai cru que tu étais mort.
J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai vécu dans un trou noir, sans fond. Ma voix s'est brisée. Et pendant tout ce temps, tu étais là, à Lyon, vivant, à quelques kilomètres de moi. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne pouvais plus les retenir. Comment as-tu pu me faire ça? Il a fait un pas vers moi. Il a tendu la main, comme s'il voulait me toucher. Mais il s'est arrêté. Parce que si tu avais su, tu aurais voulu venir avec moi. Évidemment que j'aurais voulu venir avec toi. Et tu serais morte. Sa voix était dure, tranchante. Il me surveillait, il surveillait tout. Si tu avais disparu avec moi, il t'aurait retrouvé. Et il t'aurait tué. Alors tu as préféré me laisser croire que tu étais mort? Oui. Le silence est tombé entre nous. Lourd, douloureux. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant que je sais, qu'est-ce qui se passe? Il a hésité. Maintenant, je dois repartir. Disparaître à nouveau. Ils ne doivent pas savoir que tu m'as vu. Que tu sais. Non, Anaël. Non, tu ne vas pas repartir. Pas cette fois. Pas sans m'expliquer. J'ai sorti la gourmette de ma poche. Je l'ai brandie devant lui. Les policiers m'ont dit qu'ils avaient retrouvé ça dans les décombres. Mais si ce n'était pas toi dans cet incendie, qui était-ce? Sébastien a fermé les yeux. Un homme qui me ressemblait. Ils l'ont arrangé pour que l'identification soit difficile, mais pas impossible. Mon sang s'est glacé. Tu veux dire qu'ils ont tué quelqu'un? Oui. Qui? Je ne sais pas. Un sans-abri peut-être. Quelqu'un que personne ne chercherait. J'ai senti mes jambes se dérober. Quelqu'un était mort à sa place. Quelqu'un avait été brûlé vif pour que Sébastien puisse disparaître. Mon Dieu, je ne voulais pas, Anaël. Je te jure que je ne voulais pas. Mais c'était eux ou moi. Eux ou toi. J'ai reculé. Je ne le reconnaissais plus. Cet homme qui me parlait de meurtre avec cette voix froide. Ce n'était pas mon Sébastien. Mon Sébastien lisait Le Petit Prince à nos fils. Mon Sébastien préparait des pâtes carbonara le dimanche. Mon Sébastien pleurait devant les films tristes. Cet homme, je ne le connaissais pas. Va-t'en. Ma voix était blanche. Anaël, va-t'en. Je ne veux plus te voir. S'il te plaît. Non, j'ai crié. Ma voix a résonné dans le parking vide. Tu m'as menti. Tu m'as abandonné. Tu as laissé un innocent mourir à ta place. Et maintenant, tu veux que je te pardonne, que je te comprenne? Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne te connais pas. Il a reculé, comme si je l'avais frappé. Puis il a hoché la tête, lentement. Tu as raison. Tu ne me connais pas. Parce que l'homme que tu as aimé, il est mort il y a 12 ans. Ce qu'il reste de moi, ce n'est qu'une ombre. Il a fait demi-tour. Attends. Il s'est arrêté. Dis-moi au moins, qui sont-ils? Donne-moi au moins ça. Il est resté immobile, dos tourné. Puis il a murmuré, si bas, que j'ai à peine entendu, des gens qui font disparaître les vérités gênantes. Des gens qui ont le pouvoir de réécrire l'histoire. Des collectionneurs, mais pas de livres, de secrets. Et il est parti. J'ai entendu ses pas résonner dans le parking, puis plus rien. Je suis resté seul, dans ce parking froid, sous les néons blafards, avec la gourmette de Sébastien dans ma main, et une vérité qui me brûlait le cœur. Mon mari n'était pas mort, mais l'homme que j'avais aimé, lui, avait disparu pour toujours. Vous savez, il y a des moments où l'on découvre que la personne qu'on aimait n'était pas celle qu'on croyait. Et ça fait plus mal que tout. Qu'auriez-vous fait à ma place? L'auriez-vous pardonné? Ou l'auriez-vous chassé de votre vie pour toujours? Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Je suis rentré chez moi à minuit passé. Mes jambes tremblaient encore. Mes mains étaient glacées. J'ai fermé la porte. Je me suis adossé contre elle. Et j'ai pleuré. Pas de chagrin. Pas de soulagement. De rage. Une rage sourde, profonde, qui montait du fond de mon ventre. 12 ans. 12 ans de ma vie volée. 12 ans à pleurer un mort qui buvait du café à 3 rues de chez moi. 12 ans à parler à une tombe vide. Je me suis traîné jusqu'à la cuisine. J'ai ouvert le placard. J'ai sorti une bouteille d'Armagnac, celle que Sébastien gardait pour les grandes occasions. Elle était là depuis 13 ans, intacte. J'ai versé un verre, puis un deuxième. Je ne bois jamais. Mais ce soir-là, j'avais besoin d'oublier. D'oublier ses yeux fatigués, sa voix cassée, ses mots terribles. Un sans-abri peut-être, quelqu'un que personne ne chercherait. Quelqu'un était mort à sa place, brûlé vif, pour que mon mari puisse disparaître et continuer à vivre. Comment avais-je pu aimer un homme capable de ça? J'ai posé le verre, j'ai fermé les yeux, et soudain, une pensée m'a traversé. Si Sébastien avait menti sur sa mort, sur quoi d'autre avait-il menti? Sur son travail? Sur ses voyages? Sur nous? Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à notre chambre. Non, ma chambre. Il n'y avait plus de nôtre depuis 12 ans. J'ai ouvert l'armoire.
Ses vêtements étaient encore là. Je n'avais jamais eu le courage de les jeter. Ses chemises, ses pulls, ses costumes. Il sentait encore un peu lui. Enfin, il sentait ce que je croyais être lui. Mais qui était-il vraiment? J'ai fouillé les poches, une par une. Rien. J'ai soulevé les pulls. Rien. J'ai vidé les tiroirs. Rien. Puis je me suis arrêté devant le placard du haut, celui où nous rangions les valises et les cartons. Il y avait une vieille boîte en carton, fermée avec du ruban adhésif jauni. Je ne l'avais jamais ouverte. Sébastien m'avait dit que c'était des vieux documents administratifs, des factures, des papiers sans importance. Un jour, je les trierai. Mais pas maintenant. Ce jour n'était jamais venu. J'ai pris la boîte, je l'ai posée sur le lit, j'ai arraché le ruban et j'ai ouvert. Des papiers, effectivement, mais pas des factures, des dossiers, des photocopies de documents anciens, des lettres, des inventaires, des certificats d'authenticité. Tout était en français. Certains textes étaient manuscrits, à l'encre noire, avec une calligraphie élégante. Je ne comprenais pas tout, mais je voyais des noms, des dates, des lieux. Paris, 1943. Saisie, œuvre d'art, famille juive. Mon sang s'est glacé. J'ai continué à lire. Des listes, des inventaires de biens confisqués pendant la Seconde Guerre mondiale, des tableaux, des sculptures, des livres rares, des manuscrits, des bijoux, tout ce qui avait été volé aux familles juives déportées. Et en bas de certains documents, il y avait des annotations manuscrites, récentes, collection Berger, revendue, 1998, acheteur, Fondation Clermont-Monde, manuscrit Lévy, revendu, 2005, acheteur, musée privé, Genève, tableau famille Rosen, revendu 2011, acheteur anonyme. Je me suis assise sur le lit, les papiers tremblaient entre mes mains. Mon Dieu! Sébastien avait découvert quelque chose. Il avait découvert que des œuvres volées pendant la guerre étaient encore en circulation, qu'elles étaient vendues, revendues, blanchies. Par qui? Par la maison d'enchères? Par des collectionneurs privés? Par des institutions respectables? J'ai continué à fouiller dans la boîte. Il y avait une chemise plastique. À l'intérieur, des photos de tableaux, de manuscrits, de bijoux, et au dos de chaque photo, une annotation. Tableau Monet, famille Goldstein, confisqué 1942, actuellement chez collectionneur privé Lyon. Manuscrit Proust, famille Dreyfus, confisqué 1943, actuellement Fondation Clermont-Monde, Lyon. Ici, à Lyon. Ces œuvres étaient ici, dans ma ville, dans des maisons bourgeoises, dans des fondations culturelles, dans des musées privés. Et personne ne savait, ou pire, tout le monde savait, mais personne ne disait rien. Puis, j'ai trouvé une lettre, une vraie lettre, manuscrite, datée de janvier 2013, un mois avant la mort de Sébastien. L'écriture était nerveuse, pressée. « Sébastien, je t'en supplie, arrête, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Ces gens ne pardonnent pas, ils ont trop à perdre. Si tu révèles ce que tu sais, ils te détruiront. Ils nous détruiront tous. Pense à Anaël, pense à tes fils. Détruis les documents, oublie tout. Vis ta vie, je t'en prie. Ton ami, Philippe Darmon, le meilleur ami de Sébastien. Ils s'étaient connus à la maison d'enchères. Ils travaillaient ensemble depuis 20 ans. Philippe était venu aux funérailles. Il avait pleuré. Il m'avait serré dans ses bras. Anaël, je suis tellement désolée. Sébastien était comme un frère pour moi. Comme un frère. Et il savait. Il savait que Sébastien n'était pas mort. Il savait tout. J'ai relu la lettre. Encore et encore. Ils ont trop à perdre. Qui étaient-ils? Les collectionneurs? Les institutions? La maison d'enchères elle-même? Et qu'est-ce que Sébastien voulait faire exactement? Révéler la vérité? Dénoncer le trafic? Rendre les œuvres aux familles spoliées? J'ai continué à fouiller. Tout au fond de la boîte, il y avait une enveloppe Kraft, fermée, scellée. Sur l'enveloppe, un mot écrit au stylo noir. Pour Anaël, si jamais il m'arrive quelque chose. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une clé USB et une lettre, de l'écriture de Sébastien. Ma chère Anaël, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort, ou que j'ai dû disparaître. Je sais que tu ne comprendras pas. Je sais que tu me détesteras peut-être. Mais je veux que tu saches une chose. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Il y a 3 ans, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû découvrir. La maison d'enchères pour laquelle je travaille, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Depuis des décennies, elle blanchit des œuvres volées pendant la Seconde Guerre mondiale. Des tableaux,
des manuscrits, des objets précieux arrachés aux familles juives déportées. Ces œuvres sont revendues à des collectionneurs privés, à des fondations, à des musées, avec de faux certificats d'authenticité, de fausses provenances. L'argent généré finance, je ne sais pas exactement quoi, mais c'est énorme, international. J'ai essayé de contacter les autorités, mais personne ne m'a écouté, ou plutôt, certaines personnes m'ont écouté, et elles m'ont dit de me taire, parce que ce réseau est protégé par des gens puissants, des politiciens, des magistrats, des notables. Ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que si je parlais, tu mourrais. Guillaume et Mathis aussi. Alors j'ai compris que je devais disparaître, mais avant de partir, j'ai tout documenté. Sur cette clé USB, il y a toutes les preuves. Les noms, les transactions, les faux certificats, tout. Si un jour tu peux, si un jour tu te sens en sécurité, donne cette clé à un journaliste, ou à la police, ou à qui que ce soit qui voudra écouter. Mais surtout, Anaël, surtout, protège-toi. Ne cherche pas à me venger. Ne cherche pas à faire justice. Vis ta vie. Sois heureuse. Je t'ai aimé plus que tout au monde. Pardon, Sébastien. J'ai lu la lettre 3 fois. Mes mains tremblaient si fort que le papier froissait. Il avait tout prévu. Il savait qu'un jour, peut-être, je trouverais cette boîte, que je lirais cette lettre, que je découvrirais la vérité. Et il me demandait de vivre ma vie, de ne rien faire, de les laisser gagner. Mais moi, je ne pouvais pas. Pas après ce qu'ils avaient fait. Pas après m'avoir volé 12 ans de ma vie. Pas après avoir tué un innocent pour couvrir leur crime. J'ai pris la clé USB. Je l'ai glissée dans ma poche. Puis j'ai tout remis dans la boîte. J'ai refermé le placard. Et j'ai pris une décision. J'allais découvrir qui étaient ces gens. J'allais comprendre ce que Sébastien avait vraiment découvert. Et j'allais faire ce qu'il n'avait pas pu faire. Dire la vérité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une résolution de fer. J'avais mal dormi. 3 heures, peut-être. Mais peu importait. J'avais un plan. Philippe Darmon. Il savait. Il avait écrit cette lettre à Sébastien. Il l'avait supplié d'arrêter. Il connaissait la vérité. Peut-être même qu'il en faisait partie. Je devais lui parler. Philippe travaillait toujours à la maison d'enchères, maison Valcourt, une institution lyonnaise prestigieuse, installée dans un bel hôtel particulier du 2e arrondissement. Je savais où c'était. J'y étais allée plusieurs fois avec Sébastien pour des vernissages, des ventes aux enchères. J'ai mis un manteau élégant, un foulard, du rouge à lèvres. Je voulais avoir l'air d'une femme respectable. Pas d'une veuve folle qui cherche des fantômes. À 10 heures, j'étais devant la maison Valcourt. Une façade ocre, des fenêtres à carreaux, une porte en bois massif avec une plaque dorée. J'ai poussé la porte. À l'intérieur, tout respirait le luxe discret. Parquet ciré, murs blancs, tableaux encadrés, meubles anciens. Une jeune femme m'a accueilli derrière un bureau. « Bonjour madame, puis-je vous aider ?»« Bonjour. Je souhaiterais voir monsieur Philippe Darmon. Vous avez rendez-vous ?»« Non, mais dites-lui que c'est madame Rochefort, Anaël Rochefort. Il me connaît. » La jeune femme a froncé les sourcils, puis elle a hoché la tête. « Un instant, je vous prie. » Elle a décroché un téléphone. Elle a parlé à voix basse. Puis elle a raccroché et m'a souri. « Monsieur Darmon va vous recevoir. 1er étage, bureau 3. » J'ai monté l'escalier en marbre. Mon cœur battait à tout rompre. Que vais-je lui dire? Comment vais-je aborder le sujet? Je suis arrivé devant le bureau 3. J'ai frappé. « Entrez !» J'ai poussé la porte. Philippe Darmon était assis derrière un grand bureau en acajou. Costume gris, cravate bordeaux, cheveux argentés impeccablement coiffés. Il m'a vu, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la peur. Puis il s'est levé, il a souri, un sourire faux, tendu. « Anaël, quelle surprise. Bonjour Philippe. » Il a contourné le bureau, il m'a fait la bise. 2 joues, poliment. « Assieds-toi, je t'en prie. Comment vas-tu ?» Je me suis assise, lui aussi. Il me regardait, avec cette politesse glacée. « Je vais bien, enfin, aussi bien qu'on peut aller. »« Oui, bien sûr. Cela fait 12 ans maintenant, n'est-ce pas ?»« 12 ans. Oui. » Un silence. Il attendait que je parle, mais je voulais qu'il se trahisse. « Philippe, je voudrais te poser une question. »« Bien sûr. Je t'écoute. » J'ai pris une grande inspiration. « Est-ce que Sébastien t'a parlé de quelque chose avant sa mort ?» Il a hésité, à peine. Mais j'ai vu. « De quoi parles-tu ?»« De son travail, de ce qu'il faisait, des dossiers sur lesquels il travaillait. » Philippe a souri, un sourire trop large. « Anaël, nous travaillions sur beaucoup de dossiers, des centaines. Pourquoi cette question ? Parce que j'ai trouvé des documents chez moi, des documents sur des œuvres.
volé. Le sourire de Philippe s'est figé. Je vois. Il s'est levé, il a marché jusqu'à la fenêtre, dos tourné. Écoute, Anaëlle, je comprends que tu sois curieuse, mais ces histoires, c'est du passé, très loin. La guerre est finie depuis 80 ans. Ce n'est pas du passé si ces œuvres sont encore en circulation, si elles sont vendues, blanchies. Il s'est retourné. Son visage avait changé. Plus de sourire, juste une expression dure, froide. Qu'est-ce que tu veux, Anaëlle? La vérité? La vérité? Il a ri. Un rire sans joie. La vérité, c'est que Sébastien était obsédé par cette histoire. Il voyait des complots partout. Il accusait tout le monde. Il a fini par se mettre en danger. Et il en est mort. Voilà la vérité. Il n'est pas mort. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Philippe a pâli. Quoi? Il n'est pas mort. Je l'ai vu. Il y a 2 jours. Le silence était assourdissant. Philippe me regardait, fixement, comme s'il essayait de savoir si je mentais. Puis il a dit, très lentement, « Tu es fatiguée, Anaëlle. Le chagrin peut faire voir des choses. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas dit ça. Mais, écoute-moi bien. » Il s'est approché. Il s'est penché vers moi. Sa voix était basse, menaçante. « Si tu tiens à ta vie, si tu tiens à tes fils, oublie ce que tu as vu. Oublie ces documents. Oublie tout. » Je me suis levée. Ma voix tremblait. Tu savais, depuis le début, tu savais qu'il n'était pas mort. Philippe n'a rien dit. Tu es l'un d'entre eux. Sors de mon bureau. Non. Dis-moi la vérité. Qui sont-ils? Qui protège ce réseau? Sors. Il avait crié. Sa voix résonnait dans la pièce. J'ai reculé. J'avais peur. Vraiment peur. Mais je ne pouvais pas partir comme ça. Un jour, Philippe, tout le monde saura. Non. Personne ne saura. Parce que personne ne veut savoir. Il a ouvert la porte. Il a attendu que je sorte. Je suis passée devant lui. Puis je me suis retournée. Sébastien te considérait comme un frère. Et je l'ai supplié d'arrêter. Mais il ne m'a pas écouté. Alors oui, j'ai choisi. J'ai choisi ma famille, ma vie, plutôt que ses principes. Il a refermé la porte. Je suis sortie de la maison Valcourt en tremblant. Philippe faisait partie du réseau. Peut-être même qu'il le dirigeait. Et il m'avait menacée. Clairement, froidement. Si tu tiens à ta vie, si tu tiens à tes fils. Je devais protéger Guillaume et Mathis, mais je devais aussi finir ce que Sébastien avait commencé. En rentrant chez moi, j'ai trouvé quelque chose glissé sous ma porte, une enveloppe blanche, sans nom, sans timbre. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une photo de moi, prise ce matin, devant la maison Valcourt, et au dos, un message manuscrit. Arrêtez, ou vous finirez comme lui. Vous savez, il y a des moments où l'on découvre que les gens en qui on avait confiance sont les pires ennemis, ceux qui sourient en vous poignardant dans le dos. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous considériez comme un ami? J'ai passé la nuit assise dans mon salon, les lumières éteintes, à regarder la rue par la fenêtre. La photo était posée sur la table, face visible. Moi, devant la maison Valcourt, prise ce matin même. Il me surveillait. Depuis quand? Depuis que j'avais vu Sébastien dans la supérette? Ou depuis plus longtemps encore? Peut-être qu'il m'avait toujours surveillé, pendant ces 12 années, pour s'assurer que je ne savais rien, que je restais sage, que je pleurais tranquillement devant ma tombe vide. À 3 heures du matin, j'ai appelé Guillaume, mon fils aîné, 45 ans, ingénieur, marié, 2 enfants. Il a décroché à la 5e sonnerie, voix ensommeillée. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Guillaume, il faut que je te parle. Maintenant? Il est 3 heures du matin. Oui, maintenant. » Un silence, puis « Tu vas bien? Tu n'es pas malade? » Non, je vais bien. Enfin, non, mais ce n'est pas ça. Maman, tu me fais peur. Je sais. Pardon, mais écoute-moi. Est-ce que tu te souviens de quelque chose d'étrange, avant la mort de ton père? Silence. Pourquoi tu me poses cette question? Réponds-moi, s'il te plaît. Guillaume a soupiré. Maman, ça fait 12 ans. Pourquoi tu reviens là-dessus maintenant? Parce que j'ai découvert des choses importantes, et j'ai besoin de savoir si tu as remarqué quelque chose. Un long silence. Puis Guillaume a dit, d'une voix hésitante, « Oui. » Mon cœur a bondi. « Quoi? Qu'est-ce que tu as remarqué? » Quelques semaines avant l'accident, papa m'a appelé, tard le soir. Il avait l'air bizarre, tendu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si j'avais des problèmes, si quelqu'un m'avait contacté, si quelqu'un me surveillait. Et alors, je lui ai dit que non, que tout allait bien. Je lui ai demandé pourquoi il me posait ces questions. Mais il a changé de sujet. Il m'a dit qu'il m'aimait, que j'étais un bon fils, que j'étais son plus grand succès. La voix de Guillaume s'est brisée. Je me suis dit qu'il était fatigué,
que c'était le stress du travail. Mais maintenant que tu en parles, j'ai l'impression qu'il me disait au revoir. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient. Merci Guillaume. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais promets-moi quelque chose. Quoi? Fais attention à toi, à Claire, aux enfants. Si quelqu'un te contacte, si quelqu'un te pose des questions sur moi ou sur ton père, ne réponds pas et appelle-moi immédiatement. Maman, tu me fais vraiment peur là. Je sais, pardon, mais promets-moi. D'accord, je te le promets. Je t'aime, mon grand. Je t'aime aussi. J'ai raccroché. J'ai appelé Mathis, mon fils cadet, 42 ans, architecte, célibataire. Il vivait à Paris. Il a décroché tout de suite. Il ne dormait jamais avant 4 heures du matin. Maman, tout va bien? Oui. Enfin non. Je dois te demander quelque chose. Je t'écoute. Est-ce que papa t'a parlé de quelque chose avant sa mort? Quelque chose de bizarre? Mathis a hésité. Pourquoi tu me demandes ça? S'il te plaît, réponds-moi. Oui, il m'a parlé. Mon cœur s'est serré. De quoi? Il m'a dit qu'il avait fait une erreur, qu'il avait découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû découvrir, et qu'il regrettait. Il t'a dit quoi exactement? Il m'a dit, Mathis, si jamais il m'arrive quelque chose, prends soin de ta mère, ne la laisse jamais seule, et surtout, ne cherche jamais à savoir ce qui s'est passé. Vis ta vie, sois heureux. Mathis s'est tu. Puis il a ajouté d'une voix cassée. Je ne l'ai jamais dit à personne, parce que j'avais peur que ça veuille dire qu'il voulait, tu sais, se suicider. Non, ce n'était pas ça. Alors c'était quoi? Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais Mathis, fais attention à toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je te le dirai bientôt. Promis. J'ai raccroché avant qu'il ne pose plus de questions. Sébastien avait prévenu nos fils. Il leur avait dit au revoir, à sa façon, sans leur expliquer, sans les impliquer, pour les protéger, comme il m'avait protégé, en me laissant dans le mensonge. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je devais voir ce qu'il y avait sur la clé USB, mais je ne pouvais pas le faire chez moi, pas si j'étais surveillée. Je devais aller ailleurs, un lieu public, anonyme. À 10 heures, je suis sortie de chez moi. J'ai pris le tramway, puis le métro. J'ai changé 3 fois de ligne, pour semer d'éventuels suiveurs. Je suis descendue à Bellecour. J'ai marché jusqu'à une petite bibliothèque municipale, celle du 5e arrondissement. Personne ne me connaissait là-bas. Je me suis installée devant un ordinateur, au fond de la salle, près des fenêtres. J'ai inséré la clé USB. Mon cœur battait à tout rompre. Un dossier s'est ouvert. Des dizaines de fichiers, des centaines peut-être, des documents scannés, des photos, des tableaux Excel, des vidéos. J'ai ouvert le premier fichier. Liste œuvres, volée, 1942-1945.xlsx. Un tableau. Des colonnes, des lignes, des noms, nom de l'œuvre, artiste, famille spoliée, date de confiscation, dernier propriétaire connu. J'ai fait défiler. Il y avait des centaines d'œuvres, des Monet, des Renoir, des Pissarro, des Chagall, des manuscrits rares, des bijoux, des meubles anciens. Et pour chaque œuvre, une information terrifiante. Dernier propriétaire connu, Fondation Clermont-Ferrand, Musée privé Genève, Collection Berger-Lion, Famille de Montclair Paris. J'ai ouvert un autre fichier. Transaction, suspecte, 1998-2012.xlsx. Un autre tableau. Cette fois, avec des montants. Œuvre, vendeur, acheteur, prix, date. Intermédiaire. Les sommes étaient astronomiques. 5 millions d'euros, 10 millions, 20 millions. Et dans la colonne intermédiaire, un nom revenait sans cesse. Maison Valcourt, Lyon. J'ai ouvert un fichier PDF. Certificat, authenticité, falsifié. PDF. Des dizaines de certificats, tous signés par des experts reconnus, des conservateurs de musées, des historiens de l'art, des signatures authentiques, mais des documents mensongers. Parce que ces œuvres n'avaient jamais appartenu aux familles indiquées sur les certificats. Elles avaient été volées, puis revendues avec de fausses provenances, et tout le monde fermait les yeux. J'ai ouvert une vidéo. Réunion secrète, 2011, un MP4. L'image était floue, filmée en caméra cachée, peut-être avec un téléphone. On voyait une grande salle, une table en bois, des hommes en costume assis autour. Sébastien devait avoir filmé ça lors d'une réunion de la maison d'enchères. J'ai monté le son, avec des écouteurs, une voix, autoritaire, froide. Messieurs, cette collection doit être dispersée rapidement. Les héritiers Lévy commencent à poser des questions. Nous devons agir avant qu'ils ne contactent la presse. Une autre voix. Et si quelqu'un parle?
Personne ne parlera. Nous avons des garanties. Quel genre de garantie? Le genre qui fait que les gens préfèrent se taire plutôt que de risquer leur vie, ou celle de leur famille. Un rire gras. Collectif. Puis une voix que je connaissais. Philippe Darmon. Et Rochefort? Il est au courant? Rochefort fait son travail. Il évalue les œuvres. Il ne pose pas de questions. Vous en êtes sûr? Certain. Mais Philippe mentait. Parce que Sébastien avait tout enregistré. La vidéo s'est arrêtée. J'ai retiré les écouteurs. Mes mains tremblaient. Mon Dieu. Ce n'était pas juste un trafic d'œuvres d'art. C'était un réseau organisé, puissant, protégé, avec des complices partout. Dans les musées, dans les fondations, dans les institutions culturelles. Et ils étaient prêts à tuer pour protéger leurs secrets. J'ai continué à fouiller dans les fichiers. Il y avait un dossier nommé « Preuves et finales ». À l'intérieur, des emails, des échanges entre Philippe Darmon et d'autres personnes, des noms que je ne connaissais pas, mais aussi des noms que tout le monde connaissait. Maître Henri de Villeroy, avocat, ancien ministre de la Culture, docteur Alain Mercier, conservateur en chef du Musée des Beaux-Arts de Lyon, Madame Isabelle Clermonde, présidente de la Fondation Clermonde, tous complices, tous impliqués, tous protégés. Puis j'ai trouvé un fichier texte, Testament moral Sébastien.xt. Je l'ai ouvert. Si vous lisez ceci, c'est que je suis mort, ou que j'ai dû fuir. Je veux que le monde sache la vérité. Pendant des décennies, des œuvres volées aux familles juives pendant la Shoah ont été blanchies, revendues, exposées dans des lieux respectables. Des institutions culturelles, des musées, des fondations. Tout cela avec la complicité de personnes puissantes, de notables, de gens que nous respectons. J'ai essayé de parler. Personne ne m'a écouté. J'ai essayé de dénoncer. On m'a menacé. Alors j'ai choisi de fuir, pour protéger ma famille. Mais je laisse ces preuves. Pour que quelqu'un, un jour, puisse finir ce que j'ai commencé. Rendez ces œuvres à leurs légitimes propriétaires. Rendez justice aux familles spoliées. C'est tout ce que je demande. Sébastien Rochefort. Février 2013. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis restée assise, immobile. Les larmes coulaient sur mes joues. Maintenant, je savais. Je savais pourquoi Sébastien avait dû disparaître. Je savais qui le menaçait. Je savais ce qu'il avait découvert. Et je savais ce que je devais faire. Je suis rentrée chez moi, lentement. À chaque coin de rue, je regardais derrière moi. Est-ce qu'on me suivait? Est-ce qu'on me surveillait? Je ne savais plus. La peur s'était installée, profonde, viscérale. En arrivant devant mon immeuble, j'ai vu quelque chose. Une voiture garée de l'autre côté de la rue. Moteur éteint, vitres teintées. Elle n'était jamais là d'habitude. J'ai accéléré le pas. J'ai ouvert la porte de l'immeuble. Je me suis engouffrée à l'intérieur. J'ai monté les escaliers en courant. Arrivé devant ma porte, j'ai cherché mes clés. Mes mains tremblaient. Puis j'ai entendu un bruit derrière moi. Des pas dans l'escalier. Quelqu'un montait. Vite. J'ai ouvert la porte. Je suis entrée. J'ai refermé. J'ai verrouillé. J'ai regardé par le Judas. Un homme en costume noir. Chemise blanche. Pas de cravate. Il s'est arrêté devant ma porte. Il a regardé le Judas. Comme s'il savait que j'étais là. Que je le regardais. Puis il a sorti quelque chose de sa poche. Une carte de visite. Il l'a glissée sous ma porte. Et il est reparti. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes. Puis j'ai ramassé la carte. Capitaine Marc Devereaux. Brigade criminelle police nationale. Au dos, un numéro de téléphone. Et un message manuscrit. Madame Rochefort, nous devons parler. Appelez-moi. Urgent. Un policier. Était-ce un piège ou une chance? Comment savoir? Peut-être qu'il était honnête. Peut-être qu'il voulait m'aider. Ou peut-être qu'il faisait partie du réseau. Qu'il était là pour me faire taire. J'ai passé la soirée à tourner en rond. Devais-je appeler? Devais-je me taire? À 23 heures, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro. 3 sonneries. Capitaine Devereaux. Une voix grave. Posée. C'est Anaëlle Rochefort. Madame Rochefort, merci d'avoir appelé. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous protéger. Me protéger de quoi? De gens dangereux. Des gens qui ne veulent pas que vous parliez. Comment savez-vous que je sais quelque chose? Un silence. Parce que votre mari nous avait contactés. Avant sa disparition. Mon cœur a bondi. Quoi? Sébastien Rochefort est venu nous voir en janvier 2013. Il nous a parlé d'un réseau de blanchiment d'œuvres d'art volées. Il voulait témoigner. Mais avant qu'on puisse ouvrir une enquête, il a disparu. Officiellement mort. Et vous n'avez rien fait? On ne pouvait rien faire. Aucune preuve. Aucun corps identifiable avec certitude. L'affaire a été classée. Alors pourquoi vous venez me voir maintenant? Parce que vous avez réveillé des fantômes. Philippe Darmon nous a contactés.
Il dit que vous posez des questions, que vous avez des documents. Philippe vous a contacté? Oui. Il veut savoir ce que vous savez. Et vous? Vous travaillez pour lui? Non. Je travaille pour la vérité. Comment puis-je vous croire? Vous ne pouvez pas. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez survivre, vous devez me faire confiance. J'ai raccroché. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce un piège? Ou ma seule chance de m'en sortir vivante? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu la lettre de Sébastien. Encore et encore. Protège-toi. Ne cherche pas à me venger. Vis ta vie. Mais je ne pouvais pas. Parce que maintenant, je savais. Et je ne pouvais plus faire semblant. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais rencontrer le capitaine Deveraux. J'allais lui donner la clé USB. J'allais tout lui dire. Et ensuite, que Dieu me vienne en aide. Vous savez, il arrive un moment où l'on ne peut plus reculer, où l'on doit choisir entre la sécurité et la vérité, entre sa vie et sa conscience. Et vous, qu'auriez-vous choisi? Le silence et la survie, ou la vérité et le danger? J'ai rendez-vous avec le capitaine Deveraux à 14 heures, dans un café. Un lieu public, le comptoir du parc, près du parc de la Tête d'Or. Il avait insisté pour que ce soit dans un endroit fréquenté. Pour ma sécurité, disait-il. Ou pour la sienne. J'ai mis la clé USB dans mon sac, avec la lettre de Sébastien. Et la gourmette. Mes 3 talismans. Mes 3 preuves que tout cela était réel. Que je n'étais pas folle. À 13h30, je suis sortie de chez moi. La voiture aux vitres teintées n'était plus là. Mais je ne me sentais pas plus en sécurité pour autant. J'ai pris le tramway, puis j'ai marché. Il faisait froid. Le ciel était gris. Il allait neiger. Je suis arrivée au café en avance. 13h50. Je me suis installée à une table près de la fenêtre. Dos au mur. Comme dans les films. J'ai commandé un thé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé un peu d'eau en servant. À 14h pile, il est entré. Grand. La cinquantaine. Cheveux poivre et sel. Imperméable beige. Visage fatigué, mais des yeux perçants. Il m'a vu tout de suite. Il s'est approché. Madame Rochefort? Oui. Capitaine Deveraux. Merci d'être venu. Il s'est assis en face de moi. Il a commandé un café. Puis il m'a regardé. Longuement. Vous avez peur. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Oui, c'est normal. Vous avez raison d'avoir peur. Alors pourquoi devrais-je vous faire confiance? Il a souri. Un sourire triste. Parce que je suis la seule personne dans cette ville qui veut la même chose que vous. Et qu'est-ce que je veux selon vous? La vérité. Et la justice. Il a sorti un dossier de sa sacoche. Il l'a posé sur la table. En janvier 2013, votre mari est venu me voir. Il était terrorisé. Il m'a parlé d'un réseau de blanchiment d'œuvres d'art. Il m'a dit qu'il avait des preuves, mais avant qu'il ne puisse me les donner, il a disparu. Pourquoi vous n'avez rien fait? J'ai essayé. J'ai ouvert une enquête discrète, mais on me l'a retirée. Ordre d'en haut. On m'a dit que c'était un accident, que Sébastien Rochefort était mort dans un incendie. Affaire classée. Vous avez accepté? Il a baissé les yeux. Non, j'ai continué à chercher, discrètement, pendant 12 ans, mais sans preuve, je ne pouvais rien faire. Et maintenant, vous êtes là. Et je pense que vous avez ce que votre mari voulait me donner. J'ai hésité. Pouvais-je lui faire confiance? Ou était-ce un piège? J'ai pris une décision que j'espérais ne pas regretter. J'ai sorti la clé USB de mon sac. Je l'ai posée sur la table. Tout est là. Le capitaine Deveraux a regardé la clé. Puis moi. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Des listes d'œuvres volées, des transactions, des certificats falsifiés, des vidéos, des emails, tout. Il a pris la clé. Il l'a serrée dans sa main. Madame Rochefort, vous rendez-vous compte de ce que vous venez de me donner? Oui. Les preuves pour détruire un réseau qui existe depuis des décennies. Et vous rendez-vous compte du danger dans lequel vous vous mettez? Oui. Alors pourquoi? J'ai sorti la lettre de Sébastien. Je la lui ai tendue. Parce que c'est ce qu'il voulait. Il a lu la lettre, en silence, puis il l'a repliée. Il me l'a rendue. Votre mari était un homme courageux. Il était terrorisé. C'est la même chose. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Le capitaine Deveraux a glissé la clé USB dans sa poche. Je vais analyser tout ça, constituer un dossier, rassembler une équipe de confiance, puis on lancera une opération. Combien de temps? Quelques semaines? Peut-être un mois? Et moi? Qu'est-ce que je fais en attendant? Vous vivez normalement. Vous ne parlez à personne. Vous ne cherchez pas à en savoir plus. Vous attendez. C'est tout? C'est déjà beaucoup. Madame Rochefort, ces gens sont dangereux. Ils ont tué pour protéger leurs secrets. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Je sais. Alors soyez prudente. Ne faites confiance à personne, même pas à vos proches.
On ne sait jamais qui est complice. Nous sommes sortis du café ensemble. Il neigeait maintenant. De gros flocons lents. Une dernière chose, a dit le capitaine Devrault. Oui, votre mari, vous l'avez revu? J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Oui, il y a quelques jours. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Il a disparu. Encore. S'il vous contacte, dites-le moi. Pourquoi? Parce qu'il est la pièce manquante, le témoin principal. Avec son témoignage, on peut tout faire tomber. Il ne témoignera jamais. Il a trop peur. Alors on fera sans lui. Mais ça sera plus difficile. Il m'a tendu sa carte. Si vous avez le moindre problème, si quelqu'un vous approche, si vous sentez un danger, appelez-moi, jour et nuit. D'accord, il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner sous la neige. Et soudain, je me suis senti vide, comme si je venais de confier mon dernier espoir à un inconnu. Je suis rentré chez moi. Il faisait nuit, 18 heures. J'ai allumé les lumières, j'ai fermé les volets, j'ai préparé du thé, et puis j'ai pleuré. Longtemps. Pas de chagrin, pas de peur, mais d'épuisement. Épuisement de porter ce poids seul. Épuisement de ne plus savoir à qui faire confiance. Épuisement de vivre dans la peur. À 20 heures, on a sonné à ma porte. Mon cœur a bondi. Je me suis approché. J'ai regardé par le Judas. Sébastien. J'ai ouvert la porte. Il était là, trempé, tremblant, les cheveux collés par la neige. Anaël, je peux entrer? Je me suis écarté. Il est entré. J'ai refermé la porte. Je l'ai verrouillée. Nous sommes restés là, dans l'entrée, à nous regarder. Deux étrangers qui avaient partagé une vie entière. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé. « Je suis venu te dire au revoir. »« Au revoir ? Je pars, demain, définitivement. Loin, très loin. Où ? Je ne peux pas te le dire. Bien sûr. » Le silence est retombé. « Anaël, je sais que tu me détestes. Je ne te déteste pas. Alors quoi ? Je ne te connais plus. » Il a fermé les yeux, comme si je l'avais frappé. Je comprends. Il s'est approché. Il a tendu la main vers mon visage. J'ai reculé. Non, pardon. Pourquoi tu es venu? Vraiment? Il a baissé les yeux. Parce que je voulais te voir, une dernière fois, te dire, me dire quoi? Que tu m'aimes? Que tu as fait ça pour moi? Ma voix tremblait de rage. Tu m'as volé 12 ans de ma vie, Sébastien. 12 ans. Je sais. Tu m'as laissé pleurer devant une tombe vide. Je sais. Tu m'as laissé croire que tu étais mort. Je sais. Il avait crié. Sa voix résonnait dans l'appartement. Il s'est effondré. Il est tombé à genoux. Il pleurait. Je sais, Anaël. Je sais. Et je m'en veux chaque jour, chaque heure, chaque minute. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as pas laissé choisir? Parce que tu aurais choisi de venir avec moi. Et tu serais morte. Comment tu peux en être sûre? Parce qu'ils m'ont dit, clairement, si tu disparaissais avec moi, ils te retrouveraient. Et ils te tueraient, devant moi, pour me punir. Il a levé les yeux vers moi, des yeux rougis, brisés. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je me suis assise par terre, à côté de lui. Nous étions là, tous les deux, sur le sol froid de l'entrée, comme deux naufragés échoués sur une plage. J'ai donné la clé USB à un policier, ai-je dit. Sébastien a relevé la tête brusquement. Quoi? La clé USB que tu avais laissée, avec toutes les preuves. Je l'ai donnée à un capitaine de police. Anaël, non. Si. Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Si, je viens de finir ce que tu as commencé. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Peut-être, mais au moins, j'aurais fait ce qui était juste. Il s'est levé. Il a commencé à faire les 100 pas. Ce policier, comment il s'appelle? Capitaine Devrault. Marc Devrault. Sébastien s'est figé. Non. Quoi? Devrault ne travaille pas pour la justice, Anaël. Il travaille pour eux. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu racontes? Marc Devrault, brigade criminelle. Il est sur leur liste de paie depuis des années. C'est lui qui a étouffé mon enquête en 2013. C'est lui qui a classé l'affaire. Non, non, tu te trompes. Je ne me trompe pas. Il a sorti son téléphone. Il a cherché quelque chose. Puis il m'a montré l'écran. Une photo. Sébastien l'avait prise en caméra cachée. On voyait Marc Devrault, dans un restaurant, assis en face de Philippe Darmon. Il riait. Il trinquait. Cette photo date de février 2013, une semaine après ma disparition. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Non, Anaël, tu viens de donner toutes les preuves au seul homme qui peut les faire disparaître définitivement. Mon Dieu, je me suis levé. J'ai couru vers le téléphone. J'ai composé le numéro de Devrault. Ça sonnait. Une fois, 2 fois, 3 fois. Messagerie. Merde. J'ai essayé encore. Encore. Rien. Sébastien m'a pris par les épaules. Écoute-moi, tu dois partir. Maintenant.
Partir où? N'importe où. Loin de Lyon. Loin de la France. Je ne peux pas. Guillaume. Mathis. Ils iront bien. Mais toi, tu es en danger. Je ne partirai pas. Anaël? Non. Je l'ai repoussé. Ma voix tremblait de rage et de désespoir. Tu m'as déjà volé 12 ans. Tu ne me feras pas fuir maintenant. Alors tu vas mourir. Peut-être, mais au moins j'aurai vécu. Vraiment vécu. Pas comme un fantôme qui pleure un mort imaginaire. Il m'a regardé, longuement. Puis il a dit, d'une voix cassée, « Tu es devenue plus forte que moi. » Non, je suis devenue plus en colère. C'est la même chose. On a sonné à la porte. Nous nous sommes figés. « Tu attends quelqu'un » a murmuré Sébastien. Non. Il s'est approché du Judas. Il a regardé, puis il s'est retourné vers moi. Son visage était blanc. Ils sont là. Qui? 2 hommes, en costume. On a sonné encore, plus fort, plus insistant. Puis une voix, grave, autoritaire. Madame Rochefort, police, ouvrez. Sébastien m'a pris la main. Il y a une sortie de secours? Le balcon. Il donne sur la cour intérieure. On peut descendre? Je ne sais pas. C'est haut. 3e étage. On n'a pas le choix. On a couru vers le balcon. J'ai ouvert la porte-fenêtre. Le froid nous a giflés. Il neigeait toujours. Sébastien a regardé en bas. Il y a une échelle de secours. Là. Elle est rouillée. Elle va céder. Ou on essaie, ou on reste. Et on meurt. Derrière nous, des coups violents contre la porte d'entrée. Madame Rochefort, ouvrez immédiatement. Puis, un grand bruit. Ils enfonçaient à la porte. Vas-y, a dit Sébastien. Non, toi d'abord. Anal, vas-y. J'ai enjambé la rambarde. J'ai posé le pied sur l'échelle. Elle a grincé, mais elle a tenu. J'ai commencé à descendre. 1 marche, 2 marches. Sébastien me suivait. J'ai entendu la porte d'entrée céder. Des voix, des pas dans l'appartement. Elle n'est pas là. Cherchez partout. Le balcon. J'ai accéléré. L'échelle tremblait sous mon poids. Sébastien descendait derrière moi. Soudain, un cri d'en haut. Là, sur l'échelle. Un homme est apparu sur le balcon. Il a sorti quelque chose de sa veste. Une arme. Arrêtez-vous. Sébastien s'est retourné. Descends, Anal. Descends. J'ai sauté les derniers barreaux. Je suis tombé sur le sol enneigé de la cour. Sébastien a sauté derrière moi. Un coup de feu a claqué. Le bruit a résonné dans la cour. Sébastien est tombé. Non. Je me suis précipité vers lui. Il était au sol. Du sang sur sa chemise. À l'épaule. Ça va. C'est rien. Cours. Je ne te laisserai pas. Cours. Il m'a poussé. Fort. J'ai couru. Vers la sortie de la cour. Vers la rue. Derrière moi, des cris. Des pas. J'ai couru. Sans me retourner. Sans savoir si Sébastien me suivait. Sans savoir s'il était vivant. Sans savoir si je le reverrais un jour. J'ai couru dans les rues de Lyon. Sous la neige. Dans le froid. Je ne savais pas où j'allais. Je courais. C'est tout. Jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Jusqu'à ce que mes jambes cèdent. Jusqu'à ce que je m'effondre. Dans une ruelle. Derrière une benne à ordures. Je suis restée là, recroquevillée, tremblante. La neige tombait sur moi. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Sébastien, à son visage quand il était tombé, à son sang sur la neige, à sa voix qui me criait de courir. J'avais tout perdu. Les preuves, ma sécurité, ma maison et peut-être l'homme que j'avais aimé toute ma vie. Vous savez, il y a des moments où l'on perd tout, où tout s'effondre, où l'on se retrouve seul, dans le froid, sans savoir quoi faire. Avez-vous déjà tout perdu? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, dans cette ruelle, derrière cette benne. 1 heure, peut-être 2. Le froid m'engourdissait. La neige s'accumulait sur mes épaules, sur mes cheveux. J'aurais pu mourir là, gelée, seule, et peut-être que c'était ce qui devait arriver. Mais quelque chose en moi refusait. Une petite voix, têtue, obstinée. Lève-toi. Non, je suis fatiguée. Lève-toi. Je ne peux pas. Lève-toi. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Mes doigts étaient engourdis. Mes lèvres violettes. Mais je me suis levée. Parce que si je mourais là, maintenant, alors ils avaient gagné. Et je ne pouvais pas les laisser gagner. J'ai marché, sans savoir où j'allais. Les rues étaient désertes. Il devait être minuit passé. Mes vêtements étaient trempés. Mes cheveux gelés. Je ressemblais à une sans-abri, à une folle. Peut-être que je l'étais devenue. J'ai marché jusqu'à la gare de Perrache. La gare était ouverte, chauffée. Il y avait des gens, des voyageurs, des SDF qui dormaient sur les bancs. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je faisais maintenant? Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Il m'attendait, sûrement. Je ne pouvais pas appeler Guillaume
ou Matisse, je les mettrais en danger. Je ne pouvais pas aller à la police. Ils en faisaient partie. Alors quoi? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il était mouillé, mais il fonctionnait encore. J'avais 3 appels manqués. De Guillaume. Et un message. Maman, où es-tu? Des policiers sont venus chez moi. Ils te cherchent. Ils disent que tu es en danger. Rappelle-moi, s'il te plaît. Mon cœur s'est serré. Ils étaient allés chez Guillaume. Pour me trouver. Ou pour le menacer. Je devais le prévenir. Mais comment? Sans mettre son téléphone sur écoute? Puis j'ai eu une idée. Il y avait un cybercafé près de la gare, ouvert 24 heures sur 24. J'y suis allé. J'ai payé 1 heure d'ordinateur. Je me suis connecté à une boîte email temporaire, anonyme. Et j'ai écrit à Guillaume, sur sa boîte personnelle. Celle qu'il utilisait pour ses projets privés, pas celle qu'il donnait à tout le monde. Mon chéri, c'est maman. Ne réponds pas à ce message. Ne me cherche pas. Les policiers qui sont venus te voir ne sont pas honnêtes. Ils travaillent pour des gens dangereux. Je vais bien. Je suis en sécurité. Mais je ne peux pas te dire où je suis. Vis ta vie. Protège Claire et les enfants. Ne parle à personne de moi. Si quelqu'un te demande où je suis, dis que tu ne sais pas, parce que c'est la vérité. Je t'aime, plus que tout. Maman. J'ai envoyé le message, puis j'ai écrit le même à Matisse. Ensuite, j'ai supprimé la boîte email. J'ai effacé l'historique de navigation. Et je suis sorti. Dehors, il neigeait toujours. Je me suis arrêté sous un réverbère. Et j'ai pensé à Sébastien. Était-il vivant? Il avait été touché à l'épaule. Du sang. Beaucoup de sang. Mais il avait parlé. Il m'avait dit de courir. Donc il était vivant, à ce moment-là. Mais maintenant, avait-il réussi à s'échapper? Ou l'avait-il attrapé? Je ne savais pas. Et je ne pouvais pas le savoir. J'ai marché encore. Mes pieds me faisaient mal. Mes chaussures étaient trempées. Mais je continuais. Jusqu'à ce que j'arrive devant une église. Église Saint-Bruno des Chartreux. Une vieille église baroque, massive, silencieuse. La porte était ouverte. Je suis entré. À l'intérieur, il faisait chaud. Il y avait des bougies allumées, une odeur d'encens. Personne. Juste moi et Dieu, si tant est qu'il existait. Je me suis assise sur un banc, tout au fond, et j'ai pleuré. Pas de rage, pas de peur, mais de chagrin, pur, profond. Pourquoi? Pourquoi tout cela nous était-il arrivé? Pourquoi Sébastien avait-il découvert ses secrets? Pourquoi n'avait-il pas détourné le regard? Comme tout le monde, pourquoi avait-il voulu être juste? Et pourquoi cela nous avait-il coûté si cher? Je suis restée là longtemps, à regarder les bougies, à écouter le silence. Et peu à peu, une pensée s'est formée dans mon esprit. Une pensée claire, lumineuse. Je ne pouvais pas récupérer les preuves. Devereux les avait, et il les ferait disparaître. Je ne pouvais pas compter sur la police. Ils étaient complices. Je ne pouvais pas compter sur Sébastien. Il était blessé, peut-être mort, peut-être en fuite, mais je pouvais faire quelque chose. Je pouvais parler, pas à la police, pas à des magistrats corrompus, mais au monde, aux gens, à ceux qui ne savaient pas, à ceux qui croyaient que les musées étaient purs, que les fondations étaient nobles, que les collectionneurs étaient respectables. Je pouvais dire la vérité. J'ai sorti mon téléphone. J'avais vu assez de fichiers sur cette clé USB. J'avais lu assez de noms, de dates, de transactions. Je ne me souvenais pas de tout, mais je me souvenais de l'essentiel. Et l'essentiel, c'était déjà beaucoup. Je me suis reconnecté au cybercafé. J'ai ouvert une nouvelle boîte email anonyme. Et j'ai commencé à écrire. Aux journalistes, aux historiens, aux associations de défense des victimes de la Shoah. Je m'appelle Anaëlle Rochefort. J'ai 70 ans. Je vis à Lyon. Mon mari, Sébastien Rochefort, a disparu en février 2013. Officiellement, il est mort dans un incendie. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il a été forcé de disparaître parce qu'il avait découvert un réseau de blanchiment d'œuvres d'art volées pendant la Seconde Guerre mondiale. Des tableaux, des manuscrits, des bijoux, des objets précieux arrachés aux familles juives déportées. Ces œuvres sont aujourd'hui exposées dans des musées respectables, dans des fondations culturelles, dans des collections privées, avec de faux certificats d'authenticité, de fausses provenances. Et tout cela est protégé par des gens puissants, des notables, des magistrats, des policiers. Mon mari avait réuni des preuves. Il voulait témoigner, mais on l'a fait taire. Moi, je n'ai plus les preuves, mais j'ai ma voix. Et je vous donne des noms, des lieux, des dates. Vérifiez, enquêtez, cherchez, et vous trouverez la vérité. Puis j'ai listé tout ce dont je me souvenais. La Fondation Clermonde, Lyon, présidente, Isabelle Clermonde. La Maison Valcourt, Lyon.
Directeur, Philippe Darmon. Le musée privé de Genève, Suisse. Des tableaux de Monet volés à la famille Goldstein en 1942. Des manuscrits de Proust volés à la famille Dreyfus en 1943. Des transactions entre 1998 et 2012. Montant, plusieurs millions d'euros. Des certificats falsifiés signés par des experts reconnus. Un réseau protégé par le capitaine Marc Devreau. Brigade criminelle, Lyon. J'ai relu le message. Mes mains tremblaient. Si j'envoyais ça, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ils me traqueraient. Ils essaièrent de me faire taire. Mais au moins, le monde saurait. Au moins, quelqu'un chercherait. Au moins, la vérité aurait une chance. J'ai envoyé le message. À 10 adresses différentes. Des grands journaux nationaux. Le Monde, Libération, Le Figaro. Des journaux d'investigation. Mediapart, France Info. Des associations. Le Mémorial de la Shoah. La Fondation pour la mémoire de la déportation. Envoi. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis levé. Et j'ai senti quelque chose en moi. Un calme profond, serein. Parce que j'avais fait ce que je devais faire. Pas pour me venger, pas pour détruire ces gens, mais pour rendre justice, pour que les familles spoliées sachent où étaient leurs biens, pour que leur nom ne soit pas effacé, pour que l'histoire ne soit pas réécrite par ceux qui avaient profité du malheur. Je suis sorti du cybercafé. Il était 4 heures du matin. Le ciel commençait à pâlir à l'est. La neige avait cessé. Je savais ce qui allait se passer maintenant. Les journalistes allaient enquêter, ou pas. Les associations allaient réagir, ou pas. Mais peu importait. J'avais dit la vérité. Et la vérité, une fois dite, ne meurt jamais. Elle peut être enterrée, étouffée, niée, mais elle reste là, quelque part. Et un jour, elle ressurgit. Je devais quitter Lyon. C'était évident. Devreau et ses hommes me chercheraient. Partout. Je ne pouvais pas rester. Mais avant de partir, je devais faire une dernière chose. Je devais retourner chez moi, pas pour y rester. Non, mais pour prendre quelque chose. La gourmette de Sébastien. Je l'avais laissée là-bas, dans ma fuite, et je ne pouvais pas partir sans elle. À 5 heures, je suis revenu devant mon immeuble. Les rues étaient encore désertes. Il n'y avait plus de voitures de police, plus de surveillance visible. Peut-être qu'il m'attendait à l'intérieur. Peut-être que c'était un piège. Mais je devais y aller. J'ai monté les escaliers, lentement, silencieusement. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis arrivé devant ma porte. Elle était enfoncée, entr'ouverte. J'ai poussé. L'appartement était sans dessus-dessous. Les tiroirs ouverts, les placards vidés, les coussins du canapé éventrés. Ils avaient cherché, partout. La clé USB, les documents, n'importe quoi. Je suis allé dans la chambre. Le buffet était renversé. Les vêtements de Sébastien éparpillés. Mais la gourmette était là, sur le sol, sous un pull. Je l'ai ramassée. Je l'ai serrée dans ma main, mon talisman. Puis j'ai entendu un bruit, derrière moi. Je me suis retourné. Sébastien. Il était là, debout dans l'encadrement de la porte, pâle, le bras en écharpe, du sang séché sur sa chemise, mais vivant. Anaël. Je me suis précipité vers lui. Je l'ai serré dans mes bras, et j'ai pleuré, de soulagement, de joie, de chagrin. Tu es vivant? Oui. Comment? J'ai réussi à m'enfuir. Ils m'ont poursuivi, mais je les ai semés. Ton épaule? C'est superficiel. La balle est passée à travers. Ça va. Il m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Anaël, tu es folle d'être revenue ici. Je sais, mais je devais récupérer ça. Je lui ai montré la gourmette. Il a souri. Un sourire triste. Tu es venue risquer ta vie pour un morceau de métal? Non, je suis venue pour un symbole. Un symbole de quoi? De nous, de ce que nous étions, de ce que nous sommes encore, malgré tout. Il m'a pris la main. Anaël, j'ai tout entendu. Quoi? Ton message. Aux journalistes, aux associations. Mon cœur s'est arrêté. Comment? J'ai des contacts, des gens qui surveillent en les communications. Ils m'ont prévenu. Et tu as été incroyablement courageuse et incroyablement imprudente. Ils vont me chercher. Oui, alors je dois partir. Oui? Où? Il a hésité. Puis il a dit, avec moi. Je l'ai regardé, longuement. Sébastien, si je pars avec toi, je ne reviendrai jamais. Je sais. Je ne reverrai plus mes fils, mes petits-enfants. Je sais. Je perdrai tout. Oui, mais tu vivras. J'ai fermé les yeux. Devais-je partir? Devais-je tout abandonner? Non, non. J'ai rouvert les yeux. Je ne pars pas. Sébastien a pâli. Quoi? Je ne pars pas. Pas comme ça. Pas en fuyant. Anaël,
Tu vas mourir. Peut-être, mais au moins, j'aurai vécu selon mes principes. Tes principes ne te protégeront pas. Non, mais ils me permettront de me regarder dans un miroir. Il m'a regardé, et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Du respect. Tu es devenue plus forte que moi. Non, je suis devenue celle que j'aurais toujours dû être. Il a hoché la tête, lentement. Alors écoute-moi, je t'écoute. Il y a quelqu'un d'honnête, un journaliste. Il s'appelle Olivier Girard. Il travaille pour Mediapart. Il a déjà enquêté sur des affaires de corruption. Il est intègre. Tu le connais? Oui, c'est lui que j'avais essayé de contacter en 2013, avant de disparaître. Mais je n'ai jamais eu le temps de le rencontrer. Tu penses qu'il m'écoutera? Oui, surtout si tu lui dis que tu viens de ma part. Il a sorti un papier de sa poche. Il a écrit quelque chose. Voici son numéro. Appelle-le. Dis-lui tout. Donne-lui les noms, les dates, tout ce dont tu te souviens. Et toi? Moi, je pars. Définitivement. Loin. Sébastien. Anaël, si je reste, je te mets en danger. Mais si je pars, peut-être que tu auras une chance. Il m'a serré dans ses bras. Fort. Je suis désolé. Pour tout. Pour ces 12 années. Pour t'avoir menti. Pour t'avoir abandonné. Je sais. Est-ce que tu peux me pardonner? J'ai posé ma tête contre sa poitrine. J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas. Peut-être. Un jour. Mais pas aujourd'hui. Je comprends. Il m'a embrassé sur le front. Comme autrefois. Adieu, Anaël. Adieu, Sébastien. Et il est parti. Pour la 2e fois de ma vie. Mais cette fois, je savais pourquoi. Et cette fois, je ne pleurerai pas. Je suis restée seule dans cet appartement dévasté. Le jour se levait. Les premiers rayons du soleil entrèrent par la fenêtre. J'ai regardé la gourmette dans ma main. Puis, je l'ai glissée dans ma poche. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Olivier Girard. Vous savez, il y a des moments où l'on doit choisir. Entre la fuite et la résistance. Entre le silence et la parole. Entre la peur et le courage. J'ai choisi. Et vous? Avez-vous déjà dû choisir entre votre sécurité et vos principes? Olivier Girard a décroché à la 3e sonnerie. Une voix jeune, énergique. Allô? Monsieur Girard? Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Anaël Rochefort. Vous ne me connaissez pas. Mais mon mari, enfin, mon ex-mari, Sébastien Rochefort, avait essayé de vous contacter en 2013. Un silence. Puis, Sébastien Rochefort. Oui, je me souviens. Il voulait me parler d'un trafic d'œuvres d'art. Mais il n'est jamais venu au rendez-vous. J'ai appris plus tard qu'il était mort dans un incendie. Il n'est pas mort. Enfin, pas vraiment. C'est compliqué. Mais j'ai des informations importantes. Quel genre d'informations? Sur un réseau de blanchiment d'œuvres volées pendant la Seconde Guerre mondiale, des tableaux, des manuscrits, des objets précieux arrachés aux familles juives. Un autre silence, plus long. Vous avez des preuves? J'avais des preuves, mais elles ont été confisquées par un policier corrompu. Mais j'ai des noms, des dates, des lieux, et je peux témoigner. Madame Rochefort, c'est une accusation très grave, je sais. Et c'est pour ça que je vous appelle, parce que je sais que vous êtes intègre, que vous ne vous laisserez pas acheter. Où êtes-vous en ce moment? À Lyon. Vous êtes en sécurité? Non. Alors écoutez-moi bien, ne bougez pas, envoyez-moi votre localisation. Je prends le premier train pour Lyon. On se retrouve dans un lieu public, et vous me racontez tout. Nous nous sommes retrouvés 3 heures plus tard, dans un café près de la gare de la Part-Dieu, le Central, bondé, bruyant, anonyme. Olivier Girard avait une 40aine d'années, cheveux bruns, lunettes, blouson en cuir, un ordinateur portable sous le bras. Il s'est assis en face de moi. Il a commandé un café. Puis il m'a regardé, avec des yeux perçants, intelligents. Racontez-moi tout. Je lui ai tout dit, du début à la fin. La disparition de Sébastien, les 12 ans de deuil, la rencontre dans la supérette, les documents trouvés chez moi, la clé USB, la lettre, Philippe Darmon, Marc Devreau, la trahison, la fuite, le message au journaliste, tout. Il m'a écouté, sans m'interrompre, en prenant des notes. À la fin, il a posé son stylo. Madame Rochefort, vous réalisez que ce que vous me dites pourrait faire tomber des dizaines de personnes. Des gens très puissants? Oui. Et vous êtes prête à témoigner? Publiquement? Oui. Même si cela met votre vie en danger? Ma vie est déjà en danger. Alors autant qu'elle serve à quelque chose. Il a souri. Un sourire triste. Vous êtes courageuse. Non. Je suis en colère. Olivier Girard a travaillé vite, très vite. En 2 jours, il a vérifié mes informations, contacté des experts, consulté des archives, et il a découvert que j'avais raison. Tout était vrai. 1 semaine plus tard,
Mediapart publiait un long article. Les œuvres fantômes. Comment un réseau lyonnais blanchit depuis des décennies des trésors volés aux victimes de la Shoah. L'article détaillait tout. Les noms, les dates, les transactions, les complices, la maison Valcourt, Philippe Darmon, la fondation Clermonde, Isabelle Clermonde, le capitaine Marc Devrault, brigade criminelle, maître Henri de Villeroy, ancien ministre de la Culture, docteur Alain Mercier, conservateur en chef du musée des Beaux-Arts, et moi, mon témoignage, ma voix. Anaëlle Rochefort, 70 ans, veuve de Sébastien Rochefort, expert disparu en 2013, brise le silence. L'article a fait l'effet d'une bombe. En 24 heures, il a été repris par tous les médias nationaux. Le Monde, Libération, Le Figaro, France Inter, France Info. Les chaînes de télévision sont venues. Les journalistes m'ont appelé. Je suis devenue, du jour au lendemain, la femme qui avait osé parler. 2 jours après la publication, la police a ouvert une enquête. Pas la police lyonnaise. Non, une brigade nationale, spécialisée dans les crimes contre l'humanité et les biens culturels. Ils ont perquisitionné la maison Valcourt. Ils ont saisi des dizaines de documents, des ordinateurs, des tableaux, des manuscrits. Ils ont interrogé Philippe Darmon. Il a nié, évidemment. Mais les preuves étaient là. 1 semaine plus tard, Philippe Darmon a été placé en garde à vue, puis mis en examen, pour recel d'œuvres volées, blanchiment, complicité de crimes de guerre. Isabelle Clermonde a été arrêtée à son domicile, une magnifique villa dans le 6e arrondissement, vue sur le parc. Elle hurlait, elle disait qu'on la persécutait, qu'elle était innocente, mais dans son coffre-fort, les enquêteurs ont trouvé 3 tableaux, des monnaies, volées à la famille Goldstein en 1942, avec de faux certificats de provenance. Marc Devrault a été suspendu, puis arrêté, puis mis en examen pour corruption, complicité, entrave à la justice. Il a tout nié. Il a dit que j'étais folle, que j'inventais tout. Mais son compte bancaire parlait pour lui. Des virements réguliers, depuis des années, de sociétés offshore, liées à la maison Valcourt, des centaines de milliers d'euros. Maître Henri de Villeroy s'est suicidé, 3 semaines après la publication de l'article. Il s'est jeté du 5e étage de son cabinet d'avocat. Il a laissé une lettre. Je ne peux plus vivre avec ce poids. Pardon. Docteur Alain Mercier a démissionné de son poste au musée. Il n'a pas été arrêté. Pas assez de preuves directes contre lui. Mais sa réputation a été détruite. Plus personne ne voulait travailler avec lui. Plus aucune institution ne voulait de son expertise. Il a quitté Lyon. On dit qu'il vit maintenant dans un petit appartement à Marseille. Seul. Ruiné. Oublié. La maison Valcourt a fermé ses portes. Mise sous séquestre judiciaire. Tous les employés ont été licenciés. Le bâtiment est vide maintenant. Les fenêtres sont condamnées. Un panneau. Propriété saisie par la justice. La fondation Clermonde a été dissoute. Toutes ses œuvres ont été saisies, analysées, expertisées. Sur 47 œuvres, 23 étaient d'origine douteuse, volées, spoliées, blanchies. Elles ont été rendues aux familles légitimes ou, quand les familles avaient disparu, données à des musées mémoriels. Le mémorial de la Shoah à Paris, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, Yad Vashem à Jérusalem. Les autres membres du réseau ont été arrêtés, un par un. Des collectionneurs privés, des galeristes, des experts complices. Certains ont fui, à l'étranger, en Suisse, à Monaco, en Amérique du Sud, mais leurs noms étaient déconnus, leurs visages aussi. Ils vivaient maintenant en exil, traqués, isolés, sans honneur, sans respect, sans paix. Moi, j'ai témoigné, devant les juges, devant les enquêteurs, devant les caméras. J'ai raconté mon histoire, encore et encore, pas pour me venger, mais pour que justice soit faite, pour que les victimes soient honorées, pour que leur nom ne soit pas effacé. 6 mois après la publication de l'article, j'ai reçu une lettre manuscrite, postée de Tel Aviv. Madame Rochefort, je m'appelle Sarah Goldstein. Je suis la petite-fille de Jacob et Esther Goldstein. Mes grands-parents ont été déportés à Auschwitz en 1942. Ils n'en sont jamais revenus. Toute leur vie, toutes leurs possessions leur ont été arrachées. Leurs tableaux, leurs livres, leurs bijoux. Pendant 80 ans, nous avons cru que tout avait disparu, que plus rien ne restait d'eux. Mais grâce à vous, grâce à votre courage, 3 de leurs tableaux ont été retrouvés. 3 monnaies qu'ils avaient achetées dans les années 30, qu'ils aimaient, qu'ils regardaient chaque jour. Ces tableaux ont été rendus à notre famille. Et maintenant, quand je les regarde, je vois mes grands-parents.
Je sens leur présence. Je me souviens d'eux. Vous nous avez rendu bien plus que des tableaux, Madame Rochefort. Vous nous avez rendu leur mémoire, leur dignité, leur existence. Merci. Du fond du cœur. Merci. Sarah Goldstein. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Des larmes de joie, de soulagement, de paix. Tout avait eu un sens. Toute cette douleur, toute cette peur, toute cette lutte, tout avait eu un sens. Sébastien ne m'a jamais recontacté. Je ne sais pas où il est, s'il est vivant, s'il va bien. Mais parfois, je reçois une carte postale, sans nom, sans adresse de retour, juste une photo, un paysage, une ville, Lisbonne, Buenos Aires, Reykjavik, et au dos, quelques mots. Je pense à toi, c'est tout, mais c'est assez. Philippe Darmon a été condamné. 8 ans de prison ferme, interdiction d'exercer, saisie de tous ses biens. Il a fait appel, évidemment. Mais en attendant, il est en prison. J'ai appris qu'il était malade, un cancer, avancé, qu'il ne verrait probablement jamais la fin de sa peine, qu'il mourrait seul, dans une cellule, sans personne pour pleurer. La vie lui rendait ce qu'il avait donné. Isabelle Clermonde a perdu tout son argent. Ses avocats l'ont ruiné. Ses amis l'ont abandonnée. Elle vit maintenant dans un petit studio, en banlieue, loin de sa villa luxueuse. Elle qui organisait des galas, des vernissages, des dîners mondains. Elle qui était adulée, respectée, enviée. Maintenant, elle est seule. Personne ne répond à ses appels. Personne ne veut la voir. Elle a découvert que l'argent et le pouvoir ne protègent pas de la solitude. Marc Devrault a été condamné. 5 ans de prison. Radiation de la police. Interdiction d'exercer toute fonction publique. Sa femme a demandé le divorce. Ses enfants ne lui parlent plus. Il qui était respecté, craint, puissant. Maintenant, il n'est plus rien. Un homme brisé, humilié, oublié. Et moi, j'ai survécu. Pas physiquement. Ça, c'était facile. Mais intérieurement, j'ai retrouvé ma dignité. Pendant 12 ans, j'avais vécu comme un fantôme, comme une ombre de moi-même. Mais maintenant, j'étais vivante, vraiment vivante. J'ai recommencé à donner des cours de piano, à des enfants, à des adultes, à des personnes âgées. La musique m'a toujours sauvée. Elle continue de le faire. Guillaume et Mathis sont venus me voir, souvent. Au début, ils étaient en colère. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais pris autant de risques. « Maman, tu aurais pu mourir, je sais, mais j'aurais pu aussi vivre en lâche. Et ça, je ne pouvais pas. » Peu à peu, ils ont compris. Ils ont même dit qu'ils étaient fiers de moi. Fiers. C'était la première fois de ma vie que mes fils me disaient ça. J'ai déménagé. Je ne pouvais plus vivre dans cet appartement. Trop de souvenirs, trop de fantômes. J'ai trouvé un petit 2 pièces, dans le 7e arrondissement, près du Rhône, avec un balcon et une vue sur le fleuve. Chaque matin, je prends mon café sur ce balcon. Je regarde l'eau couler et je pense à tout ce chemin parcouru. La gourmette de Sébastien est posée sur ma table de nuit. Je ne la porte pas, mais je la garde, comme un souvenir, pas de lui, mais de moi, de la femme que j'étais, et de la femme que je suis devenue. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une invitation, du Mémorial de la Shoah à Paris. Ils organisaient une cérémonie, pour honorer les familles dont les biens avaient été retrouvés et restitués, et ils voulaient me remercier, publiquement. J'y suis allée. Guillaume et Mathis m'accompagnaient. Il y avait des dizaines de personnes, des descendants des familles spoliées, des historiens, des journalistes. Le directeur du mémorial a pris la parole. Il a parlé de mémoire, de justice, de vérité. Puis il m'a appelé. Madame Anaëlle Rochefort. Je suis montée sur l'estrade. Mes jambes tremblaient. Mais je me suis tenue droite. Le directeur m'a remis une médaille, symbolique, pour votre courage, pour votre intégrité, pour avoir rendu leur dignité aux victimes. Les gens ont applaudi. Et moi, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de gratitude. Après la cérémonie, une femme s'est approchée de moi. Elle avait mon âge, des cheveux blancs, des yeux doux. Madame Rochefort? Oui. Je suis Sarah Goldstein. Mon cœur a bondi. La petite fille de Jacob et Esther, celle qui m'avait écrit. Elle m'a serrée dans ses bras, fort. Merci. Merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Votre lettre, elle m'a sauvée. Comment ça? Elle m'a montré que tout ce que j'avais enduré avait eu un sens, que je n'avais pas souffert pour rien. Sarah a souri, à travers ses larmes. Vous savez, mes grands-parents disaient toujours, la vérité est comme l'eau. On peut la retenir, la détourner, mais elle finit toujours par couler. C'est beau, et c'est vrai, grâce à vous.
Ce soir-là, dans le train qui me ramenait à Lyon, j'ai regardé par la fenêtre, les lumières défilaient, le paysage glissait, et j'ai pensé à Sébastien. Avait-il su, avait-il vu, que justice avait été faite, que les coupables payaient, que les victimes étaient honorées? Je ne le saurais jamais, mais j'espérais que oui. J'espérais que quelque part, dans une ville lointaine, il avait lu les articles, vu les reportages, et qu'il souriait, en paix, parce que c'est ça, la justice. Pas la vengeance, pas la haine, mais l'équilibre, le temps qui rend à chacun ce qu'il a donné. Philippe Darmon mourait seul en prison. Isabelle Clermonde vivait dans la honte et l'oubli. Marc Devrault avait perdu sa famille et son honneur. Ils avaient semé la cupidité et le mensonge. Ils récoltaient la solitude et le mépris. Et moi, j'avais semé le courage, et je récoltais la paix, pas le bonheur. Non, le bonheur, c'est trop simple, trop léger, mais la paix, cette sensation profonde, sereine, de savoir qu'on a fait ce qui était juste. Même si ça a coûté cher, même si ça a fait mal, on a fait ce qui était juste. Vous savez, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ceux qui sèment le mal récoltent la souffrance. Ceux qui sèment la vérité récoltent la paix. Philippe Darmon m'avait traité de folle. Des années plus tard, je l'ai croisé dans les journaux, le regard vide d'un homme brisé. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Cela fait maintenant 3 ans. 3 ans depuis cette nuit de Noël où j'ai vu Sébastien dans une supérette de Lyon. 3 ans depuis que ma vie a basculé. 3 ans depuis que j'ai découvert que la vérité peut coûter cher, mais que le mensonge coûte encore plus cher. Je vis toujours dans mon petit appartement près du Rhône. Chaque matin, je me réveille avec le soleil. Je prépare mon café. Je m'assois sur mon balcon. Et je regarde le fleuve couler. L'eau ne s'arrête jamais. Elle avance. Toujours. Comme la vie. Comme la vérité. Mes journées sont simples maintenant. Je donne mes cours de piano. J'ai 8 élèves réguliers. Des enfants. Des adultes. Une dame de 86 ans qui vient apprendre. Fur-Élise parce que c'était la chanson préférée de son mari. Je lui apprends. Patiemment. Note par note. Et quand elle joue, même avec des fausses notes, elle sourit. Parce que la musique, c'est ça. Ce n'est pas la perfection. C'est l'émotion. Guillaume vient me voir tous les dimanches, avec Claire et les enfants. Mes petits-enfants ont grandi. Lucas a 15 ans maintenant. Emma, 12 ans. Il me pose grande des questions. « Mamie, c'est vrai que tu as fait arrêter des voleurs ? » « Oui, mon chéri. »« Tu avais peur ? » ?»« Oui, très peur. »« Alors pourquoi tu l'as fait ?» Je réfléchis toujours avant de répondre à cette question. Parce que parfois, il faut avoir peur et le faire quand même. Parce que certaines choses sont plus importantes que notre peur. Comme quoi ? Comme la vérité, comme la justice, comme honorer ceux qui ne peuvent plus parler. Lucas me regarde avec ses grands yeux sérieux. Je veux être comme toi quand je serai grand. Et moi, je lui souris. Sois meilleur que moi. Mathis vient moins souvent. Il habite toujours à Paris. Il travaille beaucoup. Mais il appelle. Tous les mercredis soirs, à 20h, comme une horloge. On parle de tout, de rien, de la vie. Il me dit qu'il est fier de moi. « Maman, tu es devenue une légende dans la famille. » Une légende ? Oui, Emma a fait un exposé sur toi à l'école, sur les femmes courageuses de l'histoire. Oh mon Dieu. Ne t'inquiète pas, elle a eu 18 sur 20. On rit, et c'est bon de rire. Parfois, je reçois encore des lettres, de familles qui ont retrouvé leurs biens, de descendants de victimes de la Shoah, de gens que je ne connais pas mais qui me remercient. Vous avez rendu sa dignité à mon grand-père. Vous avez empêché que leur mémoire soit effacée. Grâce à vous, je sais maintenant d'où je viens. Je garde toutes ces lettres dans une boîte en bois, celle qui contenait autrefois nos photos de mariage. Maintenant, elle contient autre chose, des preuves que la douleur peut se transformer en sens. Il y a 6 mois, j'ai reçu une carte postale, de Kyoto, au Japon. Une photo de cerisiers en fleurs. Au dos, ces mots, « Je vais bien, je pense à toi, toujours, S. » Je ne sais pas si je reverrai Sébastien un jour. Probablement pas. Et c'est bien comme ça. Parce que l'homme que j'ai aimé, il n'existe plus vraiment. Il s'est transformé. Comme moi. Nous avons tous les deux traversé le feu. Et nous en sommes sortis différents. Pas meilleurs. Pas pires. Juste différents. Parfois, la nuit, je sors la gourmette de Sébastien. Je la tiens dans ma main. Je regarde la gravure. 12 mai 1978. Notre mariage. Il y a 47 ans. Une autre vie. Une autre Anaëlle. Une femme qui croyait que l'amour suffisait. Qu'être une bonne épouse, c'était se taire, faire confiance, ne pas poser de questions. Je me trompais. L'amour ne suffit pas.
Il faut aussi le respect, la vérité, le courage, et parfois, il faut savoir lâcher prise, laisser partir ceux qu'on aime, parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On peut juste le laisser partir et continuer son chemin. Le mois dernier, j'ai reçu un appel d'Olivier Girard, le journaliste de Mediapart. « Madame Rochefort, j'ai une nouvelle pour vous. Bonne ou mauvaise? Bonne, très bonne. Philippe Darmon est mort. Mon cœur s'est serré. Pas de joie, pas de tristesse, juste rien. Comment? Son cancer. Il est mort en prison. Hier soir, un silence. Il était seul? Oui. Personne n'est venu le voir depuis des mois. Même pas sa famille. Je vois? Vous allez bien? Oui. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché. Je ne suis pas allée à son enterrement. Je n'avais rien à faire là-bas. Mais j'ai pensé à lui, à l'homme qu'il était, à l'ami de Sébastien, à celui qui aurait pu choisir différemment. Il avait choisi l'argent, le pouvoir, le silence, et il était mort seul, sans amour, sans paix. Ce n'était pas moi qui l'avais puni, c'était la vie. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation d'une association. Les fils et filles des déportés juifs de France. Ils organisaient une conférence à Lyon sur la restitution des biens spoliés, et ils voulaient que je vienne témoigner. J'y suis allé. La salle était pleine. Des jeunes, des vieux, des étudiants, des professeurs, des familles. J'ai raconté mon histoire, encore une fois. Mais cette fois, je ne pleurais pas. J'ai parlé avec calme, avec sérénité. Parce que j'avais fait la paix avec tout ça. À la fin, une jeune fille est venue me voir. Elle devait avoir 20 ans. Des yeux noirs, des cheveux bouclés. « Madame Rochefort? » « Oui, ma chérie. Je m'appelle Rachel. Mon arrière-grand-père était Isaac Lévy. Il a été déporté à Treblinka. Il n'est jamais revenu. Je suis désolée. Grâce à vous, on a retrouvé son manuscrit. Un manuscrit de poésie qu'il avait écrit, qu'il aimait. Elle a sorti un livre de son sac, ancien, relié en cuir. On l'a publié, pour qu'il ne soit pas oublié, pour que ses mots vivent. Elle m'a tendu le livre. Je voulais vous l'offrir. J'ai pris le livre. Mes mains tremblaient. Sur la couverture, un nom. Isaac Lévy, poème, 1920-1942. J'ai ouvert. À la première page, une dédicace. À Anaël Rochefort, qui a rendu la voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Merci. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec le livre. Je me suis assise sur mon balcon. J'ai ouvert le livre. J'ai lu. Les poèmes étaient beaux, simples, profonds. Des poèmes sur l'amour, sur la vie, sur l'espoir. Écrit par un homme qui allait mourir dans un camp, mais qui, avant de mourir, avait voulu laisser quelque chose, une trace, une preuve qu'il avait existé. Et grâce à Sébastien, grâce à moi, grâce à tous ceux qui avaient cherché la vérité, cette trace n'avait pas été effacée. Isaac Lévy existait encore, dans ce livre, dans nos mémoires, dans nos cœurs. J'ai fermé le livre, j'ai regardé le fleuve, et j'ai compris quelque chose. Nous ne sommes pas ici pour être heureux. Le bonheur, c'est éphémère, c'est fragile, ça vient et ça part. Non, nous sommes ici pour laisser quelque chose, une trace, une vérité, un geste, un mot, quelque chose qui dit « j'ai existé et j'ai essayé de faire ce qui était juste ». Sébastien a laissé une trace, en découvrant la vérité. Moi, j'ai laissé une trace, en la révélant. Ensemble, même séparés, nous avons fait ce que nous devions faire, pas pour nous, mais pour ceux qui ne pouvaient plus parler. Il y a quelques jours, j'ai eu 73 ans. Guillaume et Mathis sont venus, avec toute la famille. Ils ont apporté un gâteau, des bougies, des cadeaux. On a chanté, on a ri, on a mangé. Et à la fin de la soirée, Emma m'a pris la main. « Mamie, tu es contente de ta vie ?» J'ai regardé cette petite fille, ses yeux brillants, son sourire. « Oui, ma chérie, je suis contente. Même avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été difficile, oui, parce que tout ce qui a été difficile m'a rendue plus forte, plus vraie. Et tu regrettes quelque chose? J'ai réfléchi. Oui, je regrette de ne pas avoir été courageuse plus tôt, de ne pas avoir posé les bonnes questions plus tôt. Mais on ne peut pas revenir en arrière. On peut juste avancer. Emma a hoché la tête, gravement. Moi, je veux être courageuse comme toi. Je l'ai serrée dans mes bras. Tu le seras, ma chérie, tu le seras. Ce soir, je suis seule chez moi. Il fait doux. Les fenêtres sont ouvertes. Une brise légère entre. Je suis assise sur mon balcon, avec une tasse de thé, et le livre d'Isaac Lévy. Je lis ses poèmes, lentement, et je pense à tout ce chemin. J'ai perdu beaucoup. 12 ans de ma vie dans le mensonge, ma tranquillité, ma sécurité,
mon innocence, l'homme que j'aimais. Mais j'ai gagné quelque chose d'essentiel, ma dignité, ma voix, mon intégrité. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Dans quelques années, je mourrai. C'est la vie, c'est l'ordre des choses. Mais quand je mourrai, je partirai en paix. Parce que j'aurai vécu selon mes valeurs, parce que j'aurai dit la vérité, parce que j'aurai laissé une trace. Et si quelqu'un, un jour, se souvient de moi, j'espère qu'on dira « c'était une femme ordinaire, qui a fait une chose extraordinaire. Elle a choisi la vérité plutôt que le confort. Elle a choisi la justice plutôt que la sécurité. Et grâce à elle, des voix éteintes ont pu être entendues. Voilà, c'est mon histoire. L'histoire d'une femme de 70 ans qui a découvert que son mari n'était pas mort. L'histoire d'un secret qui a détruit des vies, mais qui, en étant révélé, en a sauvé d'autres. L'histoire de la justice. Pas la vengeance, mais la justice. Le temps qui rend à chacun ce qu'il mérite. Si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux. À poser les questions qu'elle n'ose pas poser. À dire la vérité qu'elle n'ose pas dire. À choisir sa dignité plutôt que son confort. Alors tout cela aura eu un sens. Parce que c'est ça, une vie. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un chemin sinueux, avec des chutes, des trahisons, des douleurs, mais aussi avec des levées de soleil, des mains tendues, des vérités retrouvées. Et au bout de ce chemin, si on a de la chance, il y a la paix, pas le bonheur, la paix. Je pose ma tasse de thé, je ferme le livre d'Isaac Lévy, je regarde le fleuve. Une dernière fois, demain il y aura un nouveau jour, de nouveaux défis, de nouvelles joies. Mais ce soir, je suis en paix. Et c'est tout ce qui compte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.